À l'époque, c'était un milieu qui était vachement fermé par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire que tu n'avais pas beaucoup d'architectes comme aujourd'hui que tu peux voir dans les réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit, bon, bah, je vais lancer ma propre société. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, j'ai pas grand-chose à perdre. Comment tu gardes ton sang-froid quand il y a des aléas sur le chantier, que le client commence à te mettre la pression? Est-ce que tu le vis un peu personnellement ou tu as tellement l'habitude maintenant que ça se gère tout seul? Non, c'est devenu facile pour toi, quoi. Ouais, ça me met pas de pression. Est-ce que par exemple pour un architecte qui voudrait se lancer, tu aurais des conseils pour lui qui démarre de zéro comme toi? Bah déjà de se démarquer, de pas faire la même chose que les autres. Pour moi, des appartements par exemple qui se vendent sur le Valois ou des amis à moi qui ont acheté, qui achètent à 14 000 du mètre carré sur le Valois, je trouve ça complètement incohérent. Alors que si tu achètes en fait dans l'ancien, tu achètes à 9-10 000 du mètre carré et tu refais complètement tous tes travaux, tu as un appartement de folie qui te correspond complètement et avec des prestations qui sont beaucoup plus luxueuses. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Little Big Things. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'un des architectes les plus en vogue de Paris, Samuel Elbilia. Salut Samuel, comment ça va? Salut Andrea, ça va très bien, merci. Je suis content de te recevoir parce que c'est un podcast initialement qui est plus, on va dire, orienté digital et tech. Et donc du coup, les gens peuvent se demander pourquoi j'invite un architecte. Mais justement, je trouve que le métier d'architecte se renouvelle un petit peu avec les nouveaux codes, les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'était le point pourquoi je voulais t'avoir, parce que je trouve que tu es vraiment très bon sur le digital. Et le deuxième point, c'est aussi parce que tu t'es fait tout seul. Tu t'es battu pendant de nombreuses années et on va dire que tu es un peu parti de rien pour aujourd'hui être devenu vraiment, être au cœur un petit peu des beaux chantiers parisiens. Donc c'est les deux raisons qui m'ont fait que j'avais envie de t'inviter. Bon bah c'est parfait. Bon, comme ça on va expliquer donc du coup tout ça. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui te connaissent pas encore? Alors déjà je m'appelle Samuel Elbilia, je suis architecte d'intérieur et j'accompagne mes clients pour dans leurs différentes rénovations, pour de leur appartement parisien et en dehors de Paris également. Quel âge tu as aujourd'hui? J'ai 35 ans. T'as 35 ans et t'as commencé quand? J'ai commencé mes études d'architecture d'intérieur en fait à 18 ans. 18 ans en fait, c'était en sortant du bac et en fait de base j'étais pas du tout destiné en fait à être architecte d'intérieur et en fait je voulais un petit peu suivre le move de tous mes potes qui rentraient en fait en BTS immobilier. Et donc du coup en fait un jour mon père en fait vient me voir et on a une discussion. Il me dit écoute, je t'imagine bien dans l'architecture d'intérieur. Bon après il faut savoir que mon père il était dans les travaux, j'ai baigné un peu dans les travaux un petit peu toute ma vie en fait depuis ma plus jeune enfance. J'étais un petit peu dans les travaux et il me dit ouais, je t'imagine bien dans l'architecture. Moi cette question là en fait elle s'était jamais posée. Et je me suis laissé un petit peu embarquer par ses paroles et j'ai décidé en fait de rentrer dans une école d'architecture d'intérieur qui est MJM Graphic Design. Comment ça s'appelle l'école? MJM. MJM, c'est comment? MJM, c'est les initiales. Ok, ouais. MJM. Exactement. C'est une école d'architecture et de design d'espace Alors, tes parents étaient architectes ou pas? Non, mon père en fait était dans les travaux. En fait, il avait une boîte de travaux. Ok. Et voilà, il faisait aussi de la rénovation assez haut de gamme. Il a travaillé aussi pour Mick Jagger, etc. Ouais, il a refait des appartements assez sympas. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je le suivais un petit peu dans les chantiers, mais cette question en fait, elle s'était jamais posée en fait pour moi de devenir en fait architecte. Et après et aussi il faut savoir en fait que dans tout le cursus scolaire général, j'étais pas du tout doué moi en fait. J'étais pas du tout doué. Après j'ai vraiment trouvé en fait ma voie en fait quand je suis rentré dans cette école. Donc du coup c'est ton père un petit peu qui m'a un petit peu lancé parce que tu venais sur les chantiers on va dire. Exactement. Et du coup tu te baignais un peu dans cet environnement et ça t'y a pris goût en fait sans t'en rendre compte. J'ai pris goût en fait en rentrant en fait si tu veux à l'école et après j'ai commencé en fait à aimer en fait ce que je faisais. Finalement je voyais pas les heures passer quand je commençais à travailler, etc. Et après voilà, j'ai été diplômé au bout de 3 ans et après bon de là en fait il fallait justement en fait trouver en fait un emploi et sauf qu'à l'époque parce qu'en fait ça fait quelques années maintenant, c'était à 14-15 ans et à l'époque c'était un milieu qui était vachement fermé par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire que tu n'avais pas beaucoup d'architectes comme aujourd'hui que tu peux voir dans les réseaux sociaux, etc. Et c'était très compliqué donc du coup de trouver en fait un poste et je suis sorti de l'école moi j'ai été diplômé assez jeune à 21 ans et je me suis dit que j'avais pas grand chose à perdre, j'habitais encore chez mes parents, j'étais pas encore marié, j'avais pas encore d'enfants
Et je me suis dit, bon, bah, je vais lancer ma propre société. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. J'ai pas grand chose à perdre. Et quand donc du coup, j'ai décidé donc du coup d'ouvrir ma société. Et quand je l'ai ouvert, en fait, c'est l'oncle d'un pote à moi qui ouvrait en fait une boutique à rue de Turenne. Il m'avait proposé donc du coup ses services. J'ai commencé à faire donc du coup ce premier chantier. Et ensuite, donc du coup, il y a un commerçant du quartier qui m'a appelé pour refaire son appartement et ça fait un petit bouche à oreille. Mais j'ai très vite compris que ce bouche à oreille allait pas suffire, donc du coup, ça allait pas être suffisant, donc du coup pour pouvoir en fait évoluer. Et je me suis posé en fait beaucoup de questions pour comment j'allais pouvoir évoluer parce que j'avais pas tous les contacts autour de moi qui s'offraient à moi. Et de là, en fait, je me suis dit, je vais ouvrir en fait un site internet. Et je vais donc du coup, je me suis vraiment pris la tête sur le côté esthétique, etc. Au début de mon site internet, j'étais assez fier à la fin une fois que ça s'est concrétisé. Et après, il me fallait de la visibilité. Donc j'appelle quelqu'un qui faisait donc du coup du référencement naturel, ce que tu fais en fait un petit peu. Et c'est vrai que j'étais tombé en fait sur quelqu'un un petit peu d'exceptionnel qui avait réussi en fait à monter en première position sur Google dans tous les mots-clés, style architecte d'intérieur Paris, décorateur d'intérieur Paris, etc. Et au final, en fait, ça a pris en fait tout de suite le site internet et j'ai commencé à avoir pas mal de demandes. T'as dû recevoir beaucoup de demandes, non, à ce moment-là? Exactement. Ouais, parce que quand t'es premier sur Google sur des mots-clés, c'est quoi, architecte à Paris ou architecte d'intérieur Paris? Exactement. C'est les plus gros mots-clés, quoi. Architecte d'intérieur Paris, décorateur d'intérieur Paris, décorateur Île-de-France, etc. C'est-à-dire qu'il y avait plein de mots-clés. Et on travaillait donc du coup beaucoup là-dessus et c'est vrai qu'il avait fait un travail donc du coup en fait assez exceptionnel. C'était quelqu'un qui était basé à Genève à l'époque qui me faisait donc du coup ce référencement. Mais toi, t'avais bien bossé aussi dans le sens où t'avais fait un site avec un super design. Et ça fait que t'avais une bonne conversion, t'avais une bonne identité. Exactement. Et ça a dû aider aussi parce que si t'es premier mais que t'as un site horrible avec des chantiers horribles. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait j'ai commencé, en fait j'avais déjà 3-4 réalisations en fait avant, donc du coup que j'ai présenté sur mon site internet. Je me suis en fait un petit peu je me suis pris la tête sur le design du site internet pour que ce soit joli et que ce soit aussi que je me démarque aussi vis-à-vis des autres qui étaient aussi bien positionnés. Et voilà, au final, ça a en fait vachement pris. Au début, j'ai commencé en fait par des petits chantiers parce que je pouvais pas me lancer comme ça à l'aveugle avec des 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, etc. Donc c'est vrai que pendant quelques années, j'ai fait beaucoup du 30 à 80 mètres carrés, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis un petit peu l'optimisation de l'espace, de comment gérer donc du coup toutes les contraintes donc du coup d'un appartement, etc. Bon, et ce qui est drôle aussi, c'est quand tu sors en fait de l'école, t'es un peu livré à toi-même en fait dans les études d'architecture, t'es livré un petit peu à toi-même parce qu'on t'apprend en fait toute la maîtrise des logiciels, mais par contre on t'apprend pas toute la partie technique des travaux. Et ça c'était quelque chose donc du coup au début qui était un peu effrayant pour moi, mais heureusement j'avais mon père en fait qui était dans les travaux et à chaque fois je lui posais donc du coup des questions parce que quand on me parlait de culottes d'évacuation, comment passer les réseaux de plomberie, etc. J'étais incapable de le savoir. Et au final, je me suis forgé au fur et à mesure en fait des premiers chantiers, en fait des petits chantiers que j'ai commencé pour ensuite après évoluer et après de bien maîtriser toute la partie technique d'un appartement. Est-ce que tous les architectes aujourd'hui ont justement cette expertise technique ou il y a des architectes justement qui sont bons dans les design mais qui sont peut-être pas passés par toi comme toi avec des petits 30 mètres carrés à te faire les dents petit à petit pour monter? Je pense généralement il y a une expertise technique qui se fait avec en même temps. Non, alors dans toutes les études d'architecture, en fait tu peux pas apprendre de manière théorique toute la partie technique, tu es obligé d'être sur le terrain. Alors après il y a beaucoup d'architectes qui ont été, moi c'était pas mon cas, mais qui ont un emploi en fait avant chez un patron, etc., qui ont peut-être un petit peu suivi les chantiers à distance. Et donc du coup là ils peuvent apprendre, mais moi c'est vrai que j'ai vraiment appris sur le tas et en même temps à poser toutes les questions justement à mon père qui était dans les travaux. Est-ce que tu penses pas que dans l'architecture justement la transformation digitale elle a mis du temps à se mettre en place et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter parce qu'en fait du coup toi ça t'a permis d'avoir une énorme une énorme opportunité de marché parce qu'en fait est-ce que les architectes sont pas un peu comme les gens dans l'immobilier un petit peu on peut dire un peu old school parfois ont eu du mal à prendre ce tournant là et est-ce que toi ça n'a pas été une énorme opportunité parce que te positionner premier sur Google c'est pas commun tu vois? Non c'était pas commun mais il y a beaucoup de points justement où les architectes c'est un petit peu old school mais ça on va revenir juste après en fait un petit peu de tout ce que je pense mais c'est-à-dire que c'est vrai que le côté justement en fait déjà Google en fait déjà
m'a donné un vrai pied à l'étrier en fait déjà pour débuter. Donc du coup mes chantiers, etc. Et d'avoir en fait avoir en fait une demande. Ouais, voilà, une demande. Ça te permet d'avoir des demandes entrantes et du coup d'avoir du flow régulière. Ouais. Et ça, franchement, Google, ça a duré vraiment quelques années. Ça a duré, franchement, il y a eu un bon engouement pendant 4-5 ans. Mais aujourd'hui, tu vois, je travaille plus du tout avec. Justement, on va en parler après. Voilà. Ça, c'est après parce que je sais que ça a beaucoup évolué. Exactement. Combien tu pouvais recevoir de leads, certain nombre de contacts par mois quand tu étais premier sur Google? Franchement, quand j'étais premier sur Google, je devais recevoir à peu près 30-40 contacts par mois. Après, il faut se dire que c'était pas tous les contacts et t'avais à trier, tu vois. C'est-à-dire que tu pouvais pas, t'avais pas que des fois on m'appelait pour refaire un toilette, une salle de bain, etc. Bon, ça c'est des choses qui m'intéressaient absolument pas. Mais après des contacts intéressants, j'en avais à peu près une dizaine par mois. Ok, mais c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'au début de ta carrière, tu recevais déjà à peu près une demande par jour. C'est ça, exactement. Donc c'est super rare pour un architecte. Et est-ce que au début, vu que tu étais bien référencé, tu recevais des leads de gros chantiers, par exemple 300 mètres carrés, alors que tu étais encore en train de te faire des ventes sur des 30 à 50 mètres carrés? Est-ce que justement tu refusais les gros au début pour pas te cramer dans l'industrie? Alors non, je refusais pas les gros. Au contraire, ça me donnait envie d'en faire. Mais sauf que j'avais pas encore, j'ai commencé vraiment très jeune. Donc du coup, j'avais pas encore cette assurance que j'ai en fait aujourd'hui. Et au final, je pense qu'au début, quand je venais de commencer, même les personnes en fait ne ressentaient pas forcément peut-être l'envie au début de me confier en fait des 300 mètres carrés parce que j'étais encore tout jeune, etc. Et après voilà, c'est au fur et à mesure des années. Et après voilà, comme je t'ai expliqué aussi avant l'interview, c'est-à-dire qu'il y a aussi des rencontres clés aussi qui m'ont fait vachement en fait évoluer. Moi, quand j'ai commencé, j'étais il fallait que je me sente aussi un petit peu plus à l'aise et j'avais décidé en fait de travailler en fait avec une décoratrice qui avait pas mal d'expérience. Et mes premiers chantiers, quand j'étais justement bien placé sur Google, je me suis dit bon là il faut vraiment pas que je me plante, j'ai envie d'être accompagné, j'ai besoin d'être un petit peu épaulé, Et donc du coup j'ai commencé avec une décoratrice, qui était connue un peu. Décoratrice exactement. Et on a fait quelques chantiers ensemble. Après, bon, la vie a fait qu'elle a dû partir à l'étranger, etc. Et donc, du coup, après, je me suis... Mais en quoi ça t'a aidé de t'associer à cette personne-là? En quoi c'est une rencontre clé? D'un point de vue commercial, d'un point de vue commercial. Parce que toi, t'étais en quoi? C'est parce que t'étais jeune. T'étais jeune, voilà. Tu démarrais. C'est parce que c'est un truc qui revient souvent. Moi, c'était comme toi quand j'ai démarré jeune, à peu près au même âge que toi. Et les gens se rendent pas compte que quand tu démarres et que t'es jeune, que t'as genre 21, 22 ans, on se rend pas compte, mais encore on est des jeunes encore, tu vois. Des enfants quoi. J'allais dire presque des adolescents, peut-être pas, mais des jeunes adultes en tout cas. Ouais. Et au niveau du business, on est un peu des débutants et donc du coup, on se rend pas compte à quel point il faut se confronter pendant quelques années avant d'avoir cette confiance en soi qu'on peut avoir peut-être aujourd'hui. Et donc parce que toi, t'as commencé à 21 ans. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de 18 à 21 ans, en fait, mes écoles d'architecture d'intérieur. Et après, en fait, voilà, comme je t'ai dit, j'ai lancé directement ma société parce que je me suis dit que j'avais rien à perdre. Et c'est ça qui m'intéresse dans ton parcours, c'est qu'au début, tu t'es vraiment fait, genre des petites boutiques, des 30 mètres carrés. Ouais, voilà, t'as vraiment gravi, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que t'aies gravi tous les échelons. Et vraiment, t'es monté vraiment d'une manière saine et juste, j'ai envie de dire, parce que tu faisais que des 30 mètres carrés, après tu faisais que des 50, que des 70. Exactement. Et aujourd'hui, je sais que aujourd'hui, j'ai même en fait des projets. J'ai un projet donc du coup d'une maison individuelle à Neuilly de 1200 mètres carrés. 1200 mètres carrés, d'accord. Exactement. C'est pas le même chantier. D'appartements parisiens de 300 mètres carrés. On commence déjà aussi d'être un petit peu plus vers l'international parce qu'on a là on a un projet sur Jérusalem. J'ai des demandes donc du coup aussi pour Miami, etc. Donc voilà. C'est dingue l'évolution. On reviendra après là-dessus. Ouais, donc 21 ans, super jeune. Ton site internet, tu lances à 21 ans, non? Peut-être à 22, 23, non? Ouais, c'était à peu près, c'était 6 mois après, ouais, c'était à peu près à 20, j'avais quasiment 22 ans. Est-ce que tu prenais tout au début? C'est-à-dire que dès que t'avais un contact, en gros, tu prenais parce que là, je voulais absolument tout prendre. Est-ce que t'as des anecdotes, genre au début, pour montrer à quel point, parce que maintenant tu fais des 1200 mètres carrés à Neuilly, mais à quel point, en fait, peut-être t'as déjà refait, genre, juste des toilettes ou une salle de bain ou tout. Alors non, j'ai jamais refait juste toilette ou juste une salle de bain parce que c'est pas le truc qui m'intéressait, même financièrement, c'est pas non plus, voilà, le truc. Genre, t'as déjà fait une chambre de service de 10 mètres carrés, par exemple? Non, ça restait toujours quand même du raménagement complet, en fait, de l'appartement, mais c'était, par exemple, en fait, des studios. Mais par contre, tu vois, dans les studios, au début, je trouvais ça super intéressant parce qu'en fait, c'était beaucoup de menuiserie sur mesure.
tu devais en fait optimiser en fait complètement les espaces, il devait avoir un côté modulable, etc. Et voilà, donc j'ai commencé vraiment plus, en fait j'ai toujours fait du réaménagement complet d'appartements, mais j'étais pas dans le haut de gamme en fait au tout début, tu vois. C'était pas dans le haut de gamme au tout début. C'est-à-dire que même la menuiserie sur mesure, au tout début je faisais du médium à peindre, des trucs comme ça, alors qu'aujourd'hui je travaille beaucoup plus sur les bois très spécifiques. Ça doit être vraiment gratifiant aussi de... Quand tu travailles au début, tu prends des petits projets, on va dire que t'as pas on va dire peut-être les matériaux nobles, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, t'as dû voir l'évolution aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu utilises des matériaux peut-être plus nobles, c'est-à-dire que quand t'as le choix entre du bois, tu prends du chêne, en fait, je m'en rendais pas compte en fait au tout début. Je m'en rendais absolument pas compte parce que tout ce que je faisais au début, je disais c'est super, tout ça et tout, c'est bien. Et après, tu vois, c'est à force de faire après des chantiers et à force aussi que ma clientèle a évolué aussi en fait avec le temps que ensuite après voilà j'ai commencé à faire des trucs plus sympas, et là je me rends compte que oui, au tout début quand je venais de commencer ça allait pas du tout. C'était genre du placo, c'était pas des matières non, c'était pas des matières. Tu facturais combien un chantier ça pouvait coûter avec toi on va dire ta première année au mètre carré? Au tout début, pour te raconter une petite anecdote, le premier chantier que j'avais fait en fait pour l'oncle d'un pote à moi, je devais faire donc du coup ce premier devis, devais faire ce premier devis, et donc du coup je fais le devis. Moi je savais pas combien ça coûtait en fait les tarifs d'un architecte, comme je t'ai dit en fait, comme j'avais jamais travaillé donc du coup en amont dans une société d'architecture, je sais pas, j'avais fait un devis je crois pour l'étude et le suivi de chantier à 3006, et quand ça s'est accepté j'étais hyper content. 3600 €. Oui. De quoi, du mètre carré ou du non c'est le projet global. Du projet global, et au début j'étais super content, tu sais, c'était mon tout premier chantier, etc. Bon, après j'ai vite compris que c'était pas viable. Ouais, que c'était pas viable du tout, voilà. Et alors comment t'as réussi à te faire une place dans un secteur quand même qui est relativement concurrentiel? À Paris il doit y avoir une tonne d'architectes. Exactement. Là, en fait, déjà, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il y avait pas énormément d'architectes, mais ça a commencé en fait un petit peu, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il y a une concurrence quand même qui reste assez énorme. Et j'ai réussi, je pense, à me faire une place déjà par ce côté premièrement en fait de Google, mais ce qui m'a quand même fait vraiment un tremplin. Bon, déjà, j'ai des clients aussi qui m'ont porté chance, tu vois. Les premiers clients, il y a à peu près 8-9 ans, quand je commençais un petit peu à faire des surfaces un petit peu plus intéressantes, etc., des 100-150 mètres carrés. Là, j'ai commencé à faire un appartement sur Neuilly qui était vraiment magnifique, où j'ai commencé à travailler vraiment sur de la menuiserie sur mesure, etc. Et là, après, j'ai eu justement plusieurs bouches, de tout le bouche à oreille, en fait, justement de la clientèle de ces clients-là. Et ensuite, moi, ce qui m'a fait quand même un vrai tremplin, c'est quand même Instagram. C'est ma femme qui s'en occupe. En fait, au début, moi, j'y croyais absolument pas. Et un soir, j'étais avec ma femme, elle me fait, je vais t'ouvrir un compte Instagram de ta société. J'y crois pas du tout. C'était en 2014. C'est une trop bonne idée. Ouais, voilà, c'était en 2014. J'y croyais pas du tout. Moi, j'étais même pas sur Instagram en perso ni rien. Et elle a commencé en fait à poster, mais ça n'a pas pris tout de suite en fait, bizarrement, tu vois. Elle postait, mais voilà, j'avais quelques ajouts d'abonnés, etc. Mais c'était plus Google encore qui primait à ce moment-là. Et après Instagram, je peux même pas te dire, mais ça s'est fait vraiment en fait dans le temps. Mais je pense que c'était plutôt vers 2016-2017 où ça a commencé à avoir un très bon engouement. Et après, c'est vrai que ma femme, en fait, elle adore aussi toute la partie réseaux sociaux, etc. Et donc, du coup, c'est vrai qu'elle arrive à bien à poster des choses sympas. Elle t'aide aussi sur la décoration d'intérieur, donc elle a du goût et ça permet aussi d'avoir un beau compte. On travaille en équipe. Mais t'avais déjà Instagram quand je t'ai rencontré? Ouais, j'avais Instagram. Parce que moi, je t'ai rencontré sur Google. Tu m'as rencontré sur Google. J'ai l'impression, justement, moi, j'ai vu ton explosion sur Instagram depuis que je te connais. Donc là, en gros, ces 2 dernières années, ça a vraiment bien pris. Les 2 dernières années, c'était énorme. Voilà. Et aujourd'hui, tu reçois combien de demandes grâce à Instagram, du coup, franchement, par rapport à Google? C'est énorme. Instagram, je dois recevoir, et là, pour le coup, c'est des demandes très qualitatives. Très qualitatives, ouais. Très qualitatives. Donc, mais je dois recevoir à peu près 10 demandes par mois, mais voilà, comme je t'ai dit, c'est des très belles demandes, c'est des 200 mètres carrés, 250 mètres carrés, 300, etc. Donc c'est ce qui est pas mal du tout. En fait, comme les gens voient ton positionnement un peu haut de gamme maintenant, oui. Les petits projets viennent pas parce qu'ils comprennent que ça va pas être adapté, sûrement. Exactement. Bah maintenant, en fait, oui, ils savent. En fait, tout le monde sait que je suis quand même dans un créneau quand même un petit peu haut de gamme, et donc du coup, c'est vrai que maintenant les contacts que j'ai, c'est essentiellement quand même des beaux projets dans les beaux quartiers de Paris et dans les beaux quartiers
sorti de Paris. Et moi, ce que j'aime sur votre Instagram, c'est le fait de voir les chantiers en cours, l'avant, l'après. Exactement. Mais tu vois, je trouve que ça s'essouffle un petit peu de montrer un petit peu les chantiers. Je trouve que maintenant, aujourd'hui, tout le monde fait un petit peu pareil. Et c'est vrai que là, on est en train de réfléchir en fait à un nouveau contenu avec ma femme, comment on peut faire un petit peu évoluer, de se différencier Il y a un truc que je trouve génial moi dans ton évolution aussi, c'est que pour ceux du coup qui savent pas et qui te connaissent pas, le nom de ta boîte s'appelait Except Design avant. Ouais, exactement. T'avais un super site, etc. Et en fait là, on voit vraiment ta montée en puissance aujourd'hui. C'est quand je t'ai vu là il y a une semaine te renommer Samuel Elbilia. Exactement. Et d'une certaine manière, est-ce que c'est pas à ce moment-là que tu as eu le déclic de prendre, on va dire, ton envol même en tant qu'architecte, parce que un architecte normalement est reconnu pour son nom. Par son nom et pas par. Est-ce que justement cette confiance que tu as prise, elle s'est pas alors pour être très transparent, ça fait très longtemps que ça me trottait. Moi je trouve que c'est depuis que tu as fait ça, genre ça a beaucoup plus de sens pour moi. Oui, avec cette design, avec ton positionnement, c'est pas possible. Ouais, tout le monde me le dit, mais c'est vrai que en fait ça fait longtemps que je me posais la question en fait de vouloir changer, mais sauf que le problème c'est que au tout début j'avais peur de changer parce que j'étais hyper bien référencé sur Google. Je me suis dit est-ce que si je change en fait de nom de domaine, etc. est-ce que ça va dégringoler? Donc du coup je prenais pas le risque. Je me suis laissé en fait Except Design. Et après, t'aurais dû me demander, je t'aurais dit comment faire. Mais je te connaissais pas en fait à ce moment-là. Mais et ensuite, donc du coup, il y avait aussi les réseaux sociaux, etc. Je commençais à avoir pas mal d'abonnés. Je me suis dit maintenant les gens commencent à me connaître, etc. Et après, j'ai discuté avec des clients, etc. Et c'est vrai que moi, je trouve que je trouvais que c'était affreux. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui m'ont confirmé que c'était pas top, que c'était mieux aussi de me mettre directement à mon propre nom, parce que finalement, quand tu vois les grands noms aujourd'hui, en fait, d'architectes, c'est vraiment toujours à leur nom propre et pas sur l'entité d'une société, en fait. C'est ça que j'allais demander. Ça n'existe pas un grand architecte qui a son nom, c'est le nom de son étude ou d'une dénomination sociale, quoi. Exactement. Exactement. Mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, ça a beaucoup plus de sens. Et donc, du coup, c'est vrai que là, voilà, je me suis renommé partout en Samuel Elbilia. C'est génial même de faire un peu de personal branding, de te mettre en avant en tant qu'architecte. Et aussi, ce que je voulais te demander, après, ça a été aussi vachement, désolé de t'avoir coupé, mais ça a été aussi vachement boosté aussi parce que là, j'ai pris depuis peu en fait une attachée de presse, et c'est mon attachée de presse en fait qui me disait que le nom aussi il était beaucoup trop compliqué. Là je vais paraître là d'ici les prochains mois dans pas mal de magazines, et elle me disait franchement que c'était le moment où jamais en fait vraiment de changer. Et voilà, c'est vrai que j'ai écouté aussi un petit peu ses conseils, et ça m'a donné aussi un petit peu le déclic de faire les choses un peu plus. Tu penses que ça va t'aider en termes de communication justement de communiquer au nom de Samuel Elbilia? Ouais, je pense. Ça va t'aider. Tu vas avoir plus de retombées presse. Et ton nom peut circuler aussi plus facilement, je pense. Le nom peut circuler plus, et même il y a un côté un peu plus chic aussi d'avoir. C'est un peu plus chic. Ouais. Comment tu factures aujourd'hui les clients? Combien ça coûte de passer avec toi? Parce que moi, quand je t'avais rencontré, t'étais le seul architecte qui m'avait dit prix au mètre carré. Voilà, prix au mètre carré. Plutôt que, c'est quoi normalement? C'est un pourcentage. C'est un pourcentage. En fait, pourquoi toi t'avais toujours fait ça? Pourquoi moi j'ai toujours fait ça? T'étais le seul à avoir fait ça. Je m'étais dit tiens, il est vraiment différent dans son approche même sur ça. Ça revenait en fait au côté un petit peu old school que tu me parlais justement en fait des architectes, et c'est vrai que en fait, à force de discuter, moi, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup discuter avec mes clients, etc. Et je suis toujours là, en fait, à écouter. Et souvent, en fait, la question revenait toujours, c'était, en fait, pourquoi les architectes prennent, en fait, une commission, en fait, un pourcentage des travaux, Et c'est vrai que finalement, la réflexion, je la trouvais complètement logique. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai que si j'ai envie de me démarquer, sachant que, voilà, comme t'as dit, en fait, au début, j'ai démarré un petit peu de nulle part, etc. Tout seul. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il faut que je me démarque aussi par rapport à d'autres architectes. Et je me suis dit, je vais partir sur un prix fixe au mètre carré. Alors c'est vrai qu'au tout début, j'avais pas les mêmes prix en fait qu'aujourd'hui. Les mêmes prix qu'aujourd'hui. Et c'est quoi la différence entre le prix au mètre carré et le fait de prendre un pourcentage en fait, si tu veux, le pourcentage global, c'est ça? Ouais, mais parce que moi je trouve ça logique, parce que admettons t'as un 300 mètres carrés, c'est pas le même temps que tu vas passer que sur un 30. Non, c'est pas le même temps que tu vas passer sur un 30, mais après moi j'ai une grille tarifaire aussi en fonction des mètres carrés, tu vois, c'est-à-dire que je vais pas prendre le même prix au mètre carré pour un 30 mètres carrés que pour un 300 mètres carrés, tu vois, ça arrive aussi en dégression, quoi. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la logique derrière de facturer un prix au mètre carré plutôt que de prendre un pourcentage En fait, tu sais très bien qu'un chantier en fait peut évoluer, t'as des travaux supplémentaires, etc. J'ai pu voir ça avec mon chantier, ouais.
ouais, t'as pu voir ça un petit peu. Et au final, tu vois, je trouve que c'est pas forcément cohérent de faire un pourcentage de travaux dans le sens où, moi personnellement, ça me prend beaucoup plus de temps. Demain, tu me demandes de dessiner une cuisine Ikea, ça me prend beaucoup plus de temps de dessiner une cuisine Ikea que de faire par exemple une cuisine en sur-mesure. Et au final, c'est nettement moins, c'est pas gratifiant, c'est moins sympa. Et je trouve que, et après, c'est vraiment plus une question en fait d'honnêteté vis-à-vis du client, parce que finalement, quand tu choisis une céramique à 150 € hors taxe mètre carré ou une céramique à 400 € hors taxe mètre carré, pour moi, c'est la même charge de travail. Donc, finalement, en fait, je me suis dit, c'est vrai que c'est plus logique de partir sur un prix fixe au mètre carré, sachant que moi, je sais que je pars toujours aujourd'hui, en fait, mes rénovations, elles sont à peu près aux alentours de 4-5 000 € hors taxe le mètre carré. Donc, du coup, pour les rénovations complètes, d'appartements. Et aujourd'hui, mon pourcentage d'honoraires, en fait, va en fonction de cette estimation-là. Maintenant, si tu décides d'aller plus ou pas, au final, c'est pour. C'est libre à toi, quoi. Exactement. Mais quand tu dis 4-5 000 €, ça c'est tout compris avec l'entreprise qui va faire les travaux. Ouais, c'est l'entreprise. Non, quand j'ai 4-5 000 € hors taxe mètre carré, c'est vraiment tous les travaux de gros œuvres avec la menuiserie, les équipements, etc. Donc du coup, toi, quand tu factures pour un chantier, c'est combien que tu factures toi personnellement, Samuel aujourd'hui? Par exemple, quelqu'un veut refaire un 150 mètres carrés à Paris. Ouais. Voilà, c'est quoi le prix que moi en fait aujourd'hui, je facture en fait 200 € hors taxe le mètre carré, donc du coup pour la partie études préparatoires avant travaux, et 200 € hors taxe le mètre carré pour toute la partie suivi et coordination de travaux. Donc au final, ça revient en fait à 400 € hors taxe le mètre carré, et ce qui correspond plus ou moins donc du coup à 10% de 400 000 finalement. C'est ça. Donc par exemple, on va aller au bout de la démarche. Donc pour un 150 mètres carrés, ça coûterait donc 400 € du mètre carré. Exactement. Et donc ça ferait à peu près 60 000 € de frais à peu près. Exactement. Ça doit faire ça. 60 000 € de frais pour toi, pour suivre le chantier, s'assurer que tout va bien. Ouais. Et ensuite, lui, la personne, ça va lui coûter 4 000 €. À peu près du mètre carré, on va dire, je prends la fourchette base de ce que tu fais. Et donc ça fait ça lui coûtera 600 000 € de travaux. Ouais, pour 660 000 €, il a tout clé en main, mais il a pas les meubles, etc. Non. Après les meubles, tu vois, c'est autre chose. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Tu peux acheter. Donc là, toi, ça fait 10% à peu près là. Ça fait à peu près 10%. Comme ça. Mais après, quand je venais de démarrer, j'étais pas à ces prix-là. Non. Après, voilà, ça a évolué aussi avec le temps. D'ailleurs, je suis content parce que moi, je t'ai connu juste avant que t'exploses. T'as eu des bons prix. J'ai eu des bons prix, non ouais. J'étais content de ça. Je me disais, tiens. Mais d'ailleurs, je l'ai connu juste avant son explosion. Genre limite, j'étais genre. D'ailleurs, si je me rappelle bien, ta cote a vraiment monté. Mais d'ailleurs, si je me rappelle bien, en fait, au tout début, mes prix venaient de changer, mais t'avais fait en fait une capture d'écran des premiers tarifs et j'avais décidé de faire parce qu'en fait je crois que tu venais on était en négociation. Ouais, voilà. Et je venais de changer. Et genre une semaine avant la signature comme ça, t'as changé. Exactement. Et je t'ai dit, ouais, Samuel, rassure-moi, c'est bien ça reste sur les prix. Et tu m'as fait, oui, t'inquiète, Andrea, voilà. Je viens de les changer. Mais entre temps, t'as bien évolué. Et en même temps, c'est ça être architecte, c'est que ta cote monte. Exactement. En fait, c'est logique. Si ta cote explose entre temps, jusqu'à combien un architecte il peut gagner pour tu vois là, toi tu vas toucher 60 000 € pour un 150 mètres carrés. Jusqu'à combien la cote d'un architecte peut monter? C'est-à-dire que tu peux prendre autant que les travaux, par exemple 600 000, parce que c'est vraiment ta signature, ou peut-être pas non plus? Non, quand même pas. Tu peux pas. Est-ce qu'ils acceptent les grands noms, acceptent les petits chantiers? Les grands noms, ils sont plus à peu près à 17% du montant du chantier. Est-ce qu'il y a des architectes qui t'inspirent aujourd'hui, ou est-ce que tu es ta propre inspiration? Est-ce que tu peux en citer 2-3 comme ça? Il y a Pierre Jovanovic que j'aime beaucoup son travail. Il y a Humbert Epoyer dont je suis fan. Il y a Dieter van der Welpen aussi que j'adore. Tu les connais personnellement ou non? Non, pas personnellement, pas personnellement, mais je vois à travers les réseaux, à travers leur site internet, etc. Et c'est vrai que j'aime bien ce qu'ils font. Pourquoi t'aimes bien? C'est quoi ton style à toi? Est-ce que t'as un style particulier ou t'es capable de t'adapter à n'importe quoi? Déjà moi j'aime les appartements en fait haussmanniens. J'aime les appartements haussmanniens, et dans l'haussmannien j'adore traiter le côté en fait le contraste ancien moderne. C'est-à-dire que je vais c'est vrai que j'aime repartir déjà sur une base en fait à zéro. C'est vrai que j'aime déjà tout démolir, d'avoir en fait une page blanche. Je vais recréer après des moulures, des corniches, etc. Mais c'est-à-dire que dans les corniches, je vais d'abord faire des faux plafonds. Je vais t'encastrer donc du coup des luminaires complètement encastrés comme des rails, des spots, etc. et qui est contrasté donc du coup en fait avec des corniches, et ça casse un petit peu en fait les codes aussi de l'haussmannien. Mais en même temps donc du coup c'est un mélange aussi que je trouve qui fonctionne pas mal.
Moi, je trouve ça génial. Est-ce qu'on peut appeler ça le néoclassisme? Ouais. Ouais. Parce que il y a une mode un petit peu à l'international, peut-être un peu plus aussi dans les pays de l'Est, en Russie, etc. Ouais, j'ai vu des beaux comptes. Ouais. Et en fait, à Paris, j'ai l'impression que tu es aussi un peu précurseur de ce style néoclassique. Ouais, bah, mélange de, justement, haussmannien, ancien et moderne. Moi, j'adore ça aussi. Je suis fan de ça. Ouais. C'est pour ça que je suis content, du coup, de notre collaboration. Je suis bien tombé. Mais c'est vrai que par exemple, même les entrées, j'aime bien les souligner avec des galeries entrées en marbre, avec un calpinage particulier, etc. Et après, c'est surtout la menuiserie qui maquille aussi l'ensemble d'un chantier. T'aimes bien les galeries d'entrée aussi, donc mélange de, on va dire, marbre au sol et menuiserie sur les murs. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu acceptes tout type de chantier ou par exemple, si quelqu'un vient te voir pour un 100 mètres carrés, est-ce que c'est encore possible de travailler avec toi pour 100 mètres carrés? Ouais, en fait, ça dépend en fait du budget aussi qu'il y a derrière et si je peux vraiment en fait m'amuser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment plus à peu près au minimum, à peu près dans les 150-180 mètres carrés, au minimum. Et après, voilà, dans les 100 mètres carrés, moi pourquoi pas. Hein, j'ai même refait des appartements aussi plus petits pour un client à moi qui avait un pied-à-terre, qui avait besoin d'un pied-à-terre justement en fait à Paris parce qu'en fait il avait déménagé à Dubaï, il avait besoin d'un pied-à-terre, je lui ai refait, voilà, c'était déjà un client en fait à moi et je lui ai refait un 40 mètres carrés à Saint-Germain, mais dans ces 40 mètres carrés, en fait, on a eu quand même pour 250 000 euros, de budget, quoi. Donc, là, ça fait combien, ça, 40 mètres carrés, 250 000 euros, ça fait combien du mètre, ça, plus de 5 000, 6 000? Ouais, donc il a mis le budget, Voilà, exactement. Il a mis le budget pour un 40 mètres carrés. On a fait un truc très sympa, on dirait en fait une petite suite d'hôtel, et au final, je me suis amusé, quoi, aussi dans ce projet. Donc, c'est pas vraiment en fait une question de surface, et aussi, je reste quand même toujours aussi les pieds sur terre, parce que voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas eu tout sur un plateau d'argent, et c'est vrai que voilà, j'ai pas ce snobisme à dire, voilà, je ne prends pas tel et tel chantier, etc. Après, voilà, c'est les choses qui viennent vers moi. T'as une forme d'humilité parce que tu sais que t'as commencé de zéro, donc aujourd'hui tu vas pas non plus commencer à snober notamment tes clients. J'ai l'impression que le relationnel c'est important chez toi. Ouais, c'est l'échange humain aussi. Voilà, c'est un travail humain. Est-ce que par exemple si t'as pas le feeling avec un client qui te veut un 300 mètres carrés, t'as déjà refusé? Et aussi ce que je trouve intéressant c'est ton côté relationnel, c'est que si un client vient te voir, par exemple avec qui tu travailles déjà, t'es capable de lui faire une petite surface parce que est-ce que tu dis un peu ami avec tes clients? Enfin voilà, exactement. Après, moi, je ne me vois pas refuser à mes clients en disant non, voilà, je te fais pas ce chantier parce que c'est trop petit, etc. J'ai pas cette prétention. Après là, c'était 5-6 000 le mètre carré aussi sur 40 mètres carrés. Oui, donc, mais bon, après, ils connaissaient déjà un petit peu mon travail. Ils connaissaient déjà un petit peu mon travail. Mais c'est bon, après, en plus, il était intéressant en plus ce projet malgré tout. Ça doit être sympa, de mettre effectivement ce prix-là pour un 40 mètres carrés. Mais du coup, le relationnel, c'est important pour toi. Quand tu donc comment ça se passe quand tu rencontres un client? Il t'appelle, tu vas prendre un café avec lui. Mais c'est vrai que si je sens pas la personne et si je sens que ça va pas bien se passer, que ça va pas bien matcher, franchement, je préfère refuser. Ça t'arrive souvent ça ou pas? Non, franchement très rarement, mais ça a pu m'arriver. En fait, si tu veux, moi, quand il y a un client qui me confie un projet, la seule chose que je veux, c'est qu'il y ait en fait une entière confiance. S'il y a déjà en fait des questionnements et qu'il est douteux sur certaines pratiques, etc. Je préfère ne pas prendre. Tu veux qu'il y ait de la confiance et de la sérénité, parce que pourquoi il y a toujours des aléas dans un chantier? Non, pas des aléas. Non, c'est en fait une question en fait parce que moi je suis vachement en fait dans l'échange humain et un chantier, ça dure à peu près ça peut durer entre 1 an et 2 ans de chantier. Et pour moi le feeling il doit passer dans les deux sens. Comment ça se passe au niveau de l'ambiance générale un petit peu avec les autres architectes? Est-ce que c'est un peu la guéguerre pour remporter un peu les chantiers? Ça se tire un peu dans les pattes ou il y a plutôt une bonne ambiance? Absolument pas. C'est-à-dire que je vois pas de guéguerre. Pour moi, le soleil il brille pour tout le monde. Et des fois, je remporte des beaux chantiers, comme des fois je les remporte pas, etc. Mais ça, voilà, pour moi c'est même logique, et de toute façon je peux pas tout prendre non plus. Et au niveau du relationnel, est-ce que le relationnel c'est important aussi pour toi parce que ça permet d'éveiller ta créativité? Oui. Parce que justement, si t'as pas le feeling, la personne va peut-être pas t'inspirer et toi tu dois t'adapter un peu à la personnalité de la personne. Et surtout tu vois. que moi, tu vois, je suis quelqu'un aussi qui aime bien changer. Tu vois, j'aime pas faire en fait les mêmes projets d'un appartement en fait à un autre. Et moi, en fait, quand je commence en fait un projet, déjà j'établis, tu vois, un cahier des charges et j'écoute en fait beaucoup en fait les clients sur leur manière de vivre. Et après, je leur demande toujours de m'envoyer par exemple 2-3 photos en fait de ce qu'ils aiment pour que je puisse me diriger en ayant en fait aussi toujours ma touche, tu vois. Mais c'est vrai que c'est important aussi
pour moi de rentrer un petit peu dans cette intimité de voilà, pour faire un beau projet. Parce que ouais, tu dois créer quand même, il n'y a pas plus intime que son chez-soi, c'est ce que tu m'avais dit. Donc pour créer ça, il faut que tu rentres un petit peu dans la personnalité de la personne, non? C'est même pas un peu, donc tu vas pas faire le part d'un trentenaire Non. Et si tu veux, en fait, moi aussi, comme je dis aussi, mon métier en fait d'architecte, il a aussi un métier aussi de psychologie. C'est-à-dire que pour un client, c'est quand même une source d'angoisse parce que ça reste quand même des gros montants, c'est des délais quand même qui sont assez importants, etc. Et c'est vrai que moi, je suis quand même toujours disponible en fait avec mes clients, c'est-à-dire tu peux me parler à 10h du soir, etc. Je suis toujours là en fait à répondre, je suis toujours là à répondre et justement de rassurer parce qu'il y a ce côté aussi justement de psychologie où je dois aussi réconforter aussi les clients par rapport à tout le et qu'ils se sentent à l'aise avec moi, quoi. En tout cas, c'est la première pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est que vraiment que mes clients se sentent à l'aise vraiment avec leur architecte. Bah, je te confirme parce que on échangeait parfois le soir à 23h. Est-ce que ça bouffe pas un peu sur ta vie privée justement ça? Parce que c'est vrai que t'es très réactif. Je suis très réactif. Le week-end, tu réponds sur WhatsApp. Ouais, je réponds le soir, toujours, en semaine, même quand t'es dans ton lit, à mon avis, à minuit avant de te coucher, tu réponds. En fait, voilà, je suis pas un salarié qui travaille du lundi au vendredi. Ouais, mais tu mets pas trop de limites, j'ai l'impression. Je devrais pas dire ça. Moi, j'étais content. Ouais. Mais maintenant que voilà, on a fini le chantier, je peux peut-être te le dire. C'est vrai que est-ce que tu devrais pas te mettre un peu plus de limites ou pas? Moi, ça me dérange pas. Okay. Ça me dérange pas. Et après, bon, je réponds aussi quand je peux aussi vraiment répondre. Hein, mais c'est-à-dire que je vais jamais rester en fait sans réponse comme ça toute une soirée. Comment tu gères la pression? Parce que il y a des moments un peu tendus dans un chantier. Il peut se passer plein d'aléas. Voilà, il y a toujours des petits moments. Comment t'arrives à gérer? Est-ce que en fait sur les délais, sur tout. Mais au final, les gens, ils le comprennent, quoi. Tu vois, les clients, ils le comprennent parce que de toute façon, même d'un point de vue délai, en fait, ils voient que moi, si tu veux, sur un chantier, il y a quand même toujours du monde, c'est jamais en fait interrompu. Et ils voient en fait que les choses en fait avancent. Mais sauf que de toute façon, j'explique aujourd'hui, de toute façon, avant de démarrer un chantier, qu'un chantier c'est long et c'est cher, quoi, en fait. Et voilà, je dis dès le départ, par exemple, sur un 300 mètres carrés, il faut compter minimum 1 an et demi de travaux, parce qu'il y a beaucoup de détails, etc. Et c'est pas de la rénovation immobilière classique, on est quand même sur des chantiers de détail. Comment tu gardes ton sang-froid? Mon sang-froid, c'est-à-dire? C'est-à-dire que justement, quand il y a des aléas sur le chantier, que le client commence à te mettre la pression, est-ce que tu le vis un peu personnellement ou tu as tellement l'habitude maintenant que ça se gère tout seul? Non, c'est devenu facile pour toi, quoi. Ouais, ça me met pas de pression. Et franchement, la vérité, comme je te dis, en fait, moi, je m'entends très bien, moi, avec mes clients. C'est-à-dire que j'ai presque une relation presque amicale, finalement, en fait, avec mes différents clients. Et au final, même quand en fait on me dit des choses, on sait que de toute façon, quand je réponds, de toute façon, c'est de manière très honnête, quoi. J'essaye pas d'entourlouper ou trouver des excuses, mais voilà, toutes les choses sont justifiées. Comment tu t'assures que le budget va pas être dépassé? Parce que par exemple, je viens de voir, tu me dis, là on prend l'exemple du 150 mètres carrés, 60 000 euros d'honoraires, 600 000 euros de travaux. Oui. Comment être sûr que je vais pas dépasser ça? Parce que ce qui est chiant en tant que client, c'est quand tu dis je vais payer la 660 000, j'ai mon enveloppe, je peux pas la dépasser, j'ai mon crédit et tout. Ouais, bien sûr. Et en fait, ça te coûte 800 000, tu vois, ça c'est chiant. De toute façon, cette enveloppe-là, elle est quand même plus ou moins correcte parce que de toute façon, toutes les personnes, en fait, si tu veux, qui me contactent aujourd'hui, c'est pas pour avoir de la céramique petite dalle, du 60-60, etc. On est quand même, quand on pose la céramique, on est sur du 163 mètres 20 de hauteur pour avoir le minimum de gens possible. La robinetterie, on va pas partir sur du Groé ou des choses comme ça. On va partir sur des marques quand même un petit peu plus sympas comme du Fantini, Vola, Dornbracht, etc. Et après, bon, finalement, tout le monde veut un peu la même chose, forcément en payant le moins cher possible, mais dès le départ, je préfère être quand même complètement honnête. Et d'ailleurs, je suis tellement honnête que parfois j'ai raté justement en fait des projets justement parce que j'ai dit voilà, un chantier c'est à peu près dans les 4-5 000 euros du mètre carré. On me dit non mais t'es malade, c'est beaucoup trop cher, etc. Et au final, 1 an et demi après, on m'appelle, on me dit voilà, c'était juste pour vous dire que t'avais raison, je suis passé par un autre architecte et au final j'ai eu plein de TS et des travaux supplémentaires et finalement je suis arrivé au budget que tu m'avais annoncé initialement, tu vois. Donc au final à la fin ça me fait plaisir parce que je préfère regarder finalement cette honnêteté et de dormir, tu vois, sur mes 2 oreilles le soir que de vouloir à tout prix de prendre un chantier et d'aller dans le sens du client pour lui faire plaisir et qu'au final
voilà, ça colle pas, quoi. Parce qu'il y a rien de plus frustrant aussi de commencer, je t'ai dit, avec un budget, d'avoir des TS. Donc TS, c'est travaux supplémentaires. Ouais, exactement. Donc toi, tu préfères avec cash dire directement ça va te coûter tant qu'il t'a fait peur et en éloigner. Exactement. Que sous-estimer et après refacturer et frustrer le client et tuer la relation. Et après, il faut dire aussi une chose, c'est que dans les travaux, il n'y a pas de limite, hein. C'est-à-dire que si tu choisis par exemple des salles de bain en céramique, c'est pas du tout le même prix que des salles de bain en marbre. Si tu choisis une marque de robinetterie, ça peut ne pas être du tout le même prix qu'une autre robinetterie, etc. Donc c'est aussi une question aussi de choix du client et des envies du client. Et comment tu t'assures justement d'encadrer ça? Comment tu t'assures d'être sûr de donner un budget et de le respecter? Parce que tu dois prendre bien les besoins du client et t'assurer que ça se dépasse pas, tu vois. De toute façon, à cette enveloppe-là, je sais que je peux ne pas la dépasser. Après, voilà, comme je t'ai dit, c'est juste un choix de robinetterie. Par exemple, au lieu de prendre du Dornbracht ou du Vola ou d'autres marques très prestigieuses, on peut aller sur des marques intermédiaires comme voilà. Donc ça, j'ai compris sur les marques, mais final, comment tu cadres au début? C'est-à-dire que tu es sûr que ça va pas dépasser parce que par exemple, si un truc que tu n'avais pas vu, parce que je me fais quand même un petit en fait, je me fais d'abord un descriptif travaux en fait qui est détaillé en fait lot par lot et je me mets un petit peu les postes parce qu'aujourd'hui je connais les prix, hein, de toute façon je connais vraiment bien les prix en fait un petit peu de tous les lots et je sais un petit peu près donc quoi à 10-15% près à 10-15% près donc du coup le montant final du chantier. Toi, tu as dit que tu faisais style donc néoclassique, mélange d'ancien et de très moderne. Ouais, mais après, est-ce que tu peux faire autre chose aussi? Bah oui, je le fais dans l'Haussmannien, mais après, par exemple, quand on me demande de travailler, par exemple, dans des immeubles des années 70, je les travaille en fait d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que là, ça devient vraiment, tu sais, dans des immeubles d'années 70, t'as pas des grandes hauteurs sous plafond, voilà, il y a moins de caractère que dans un haussmannien, et donc du coup, il faut le maquiller. Et donc du coup, dans un haussmannien, je travaille vraiment essentiellement sur de la menuiserie, quasiment full menuiserie. T'as très peu de murs en peinture et tout est en menuiserie. Et là, t'as l'impression vraiment de rentrer dans une suite d'hôtel, dans un hall d'hôtel, etc. Et c'est un petit peu cet effet en fait que j'ai envie de donner en fait dans ce genre d'appartement. Est-ce que tu mets des moulures parfois justement dans des immeubles modernes ou de l'art déco? Tu rajoutes des moulures. Est-ce que ça fonctionne ça? Ça fonctionne très bien. Ok. Déjà parce que t'as une hauteur sous plafond qui est plus basse. Non, mais dans l'art déco, non, t'as des belles hauteurs sous plafond. Ah oui, sur l'art déco, pardon. Dans l'art déco, mais c'est plutôt dans les années 70. Je l'ai fait, mais par exemple, je vais pas faire la moulure basse, la simèse, la moulure haute, etc. comme ce que t'as en fait chez toi. Je vais les travailler en fait en un seul tableau et je vais peut-être les doubler, etc. Et ça donne un peu de hauteur à l'appartement finalement. En général, dans les années dans les constructions années 70, t'es plutôt sur des hauteurs à peu près de 2,60 m, 2,70 m. Donc du coup, il faut donner de la hauteur. Les interrupteurs, au lieu de les placer par exemple à 1,10 m de hauteur, je vais les mettre à 90 cm du sol, etc. parce que ça élance un petit peu plus les murs. Donc voilà, en fait, j'ai des codes un petit peu sur chaque selon les superficies. Comment tu t'adaptes du coup aux clients? Est-ce qu'il y a des clients parfois qui ont des demandes complètement originales qui sortent du lot? Est-ce que tu peux quand même les gérer aussi ou tu as ton style bien défini? C'est quand on vient voir Samuel Elbilia aujourd'hui, c'est pour ton style? Non, aujourd'hui c'est pour mon style. C'est pour ton style. Aujourd'hui c'est pour mon style, c'est-à-dire que j'ai plus vraiment besoin de demander, même si je le demande toujours, vraiment l'ambiance générale en fait qu'ils veulent. Au final, tout le monde me répond. Bah, en fait, c'est un petit peu ce que tu fais toi, en fait, Samuel. Est-ce que c'est pas ça justement le Graal quand t'es architecte, c'est d'arriver à un moment donné où les gens viennent pour ton style et t'as plus à t'adapter? Non, c'est hyper gratifiant, complètement. Est-ce que c'est ça justement le moment où tu passes un cap en tant qu'architecte? C'est le moment où on vient pour ton style et on dit fais le style Samuel Elbilia et on se dit pas voilà ce que j'aimerais faire avec un moodboard et adapte-toi. C'est ça vraiment le. Voilà, non, ils me font pas de moodboard, etc. Okay. Mais parfois je demande, tu vois, en fait, 2-3 images d'ambiance qu'ils aiment bien parce que il y en a qui vont préférer aussi plus des bois foncés, d'autres des bois clairs, d'autres pas du tout de marbre, etc. Donc du coup en fait en fonction des ambiances générales, après je m'adapte quand même un petit peu au style, mais il y a toujours ma patte, voilà dans mes différentes réalisations. De toute manière, toi tu fais toujours des plans en 3D avant de démarrer. Ouais. Comment tu fais pour avoir d'aussi beaux plans en 3D aussi, parce que ça c'est ce qui fait la force. En fait ça c'est l'une des choses aussi qui m'a fait vachement différencier par rapport aux concurrents peut-être, confrères, exactement. Parce que nous, quand t'es client, ce qui te décide d'aller au bout, c'est les plans en 3D, parce qu'en fait, tu visualises ton appartement avant même les travaux. Moi, en fait, tu vois, j'avais beaucoup réfléchi en fait en amont quand j'avais commencé à mon activité. Je me suis dit, il faut que je me démarque. Les 3D qu'on propose quasiment tous aujourd'hui sur SketchUp, etc. C'est pas emballant. Et je me suis dit, il faut que je me démarque. Donc j'avais fait effectivement en fait une formation donc d'infographie 3D, et j'ai commencé en fait à faire de la super belle 3D
3D très réaliste, très réaliste. Après, bon, entre temps, maintenant, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui travaille à plein temps pour moi, qui fait spécialement, donc du coup, que de la 3D du matin au soir. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai toujours mis en fait un point d'honneur en fait sur les 3D parce que c'est ce que les clients aiment voir. D'ailleurs, toi, en fait, en l'occurrence sur ton chantier. Finalement, toute la partie des plans, à part le plan d'aménagement, t'as finalement rien vu, t'as regardé surtout la 3D, quoi, en fait. Moi, en gros, j'ai mis 100% de mon énergie et de mon attention sur les plans en 3D. Exactement. D'ailleurs, même, t'étais un peu énervé, tu me disais, putain, tu m'as fait faire 10 fois la même 3D et tout, parce que j'ai parfois juste, j'ai changé un peu la lumière, voilà, et tu me dis, c'est magnifique. Voilà, c'est ça, alors qu'en fait, t'avais rien changé dans la 3D, mais t'avais changé la luminosité. C'est ça. Mais ça, c'est le piège de la 3D aussi, c'est le piège de la 3D, mais en même temps, moi, une fois que j'ai la 3D, voilà, tu sais ce que j'attends, donc d'une certaine manière, j'ai plus besoin de trop d'interagir avec toi. Enfin, moi, c'était comme ça que j'ai visualisé le truc. Alors, je sais pas finalement, t'attendais les 3D et tu. Ouais, c'est les 3D le plus important. Tu vois ton appart et ça, c'est génial. Et ce qui est génial, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est dans ton entrée, par exemple. C'est vrai que je trouve que le avant 3D et réalité, il est impressionnant parce qu'en fait, la 3D réalité, c'est exactement la même chose, quoi. Ouais, je m'amuse à regarder les deux et c'est vrai que c'est assez bluffant, quoi. C'est impressionnant. C'est quoi ton chiffre d'affaires aujourd'hui que tu arrives à faire par an? Ouais, aujourd'hui, je suis environ à peu près dans les 600 000 euros de chiffre d'affaires. 600 000 euros de chiffre d'affaires. Et comment tu peux faire monter, comment tu peux progresser? Parce que quand tu es architecte, c'est différent d'une boîte où tu peux faire beaucoup plus dans le sens où les gens viennent pour toi. Oui. Tu peux moins déléguer. Comment tu peux du coup augmenter ta cote, augmenter ton chiffre d'affaires demain en tant qu'architecte? Parce que tu peux pas gérer 100 chantiers en même temps tout seul. Non, je peux pas gérer 100 chantiers tout seul, mais de toute façon, j'ai une bonne équipe aussi derrière moi. J'ai une bonne équipe derrière moi aussi. Voilà, on maîtrise vraiment bien tous un petit peu dans tous les domaines. Mais comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires? Je pense que c'est à force aussi d'avoir un petit peu des plus gros projets, etc. Et après, il faut que je crée aussi ma propre ligne que j'ai commencé d'ailleurs à faire aussi de mobilier, de commencer à le revendre aussi à mes clients et de les proposer donc du coup à mes clients et voilà, et là c'est en cours de. Ah, je savais pas ça. Ouais, voilà. Ok, tu as lancé une ligne aussi avec tes propres meubles. Exactement, et après de les intégrer en fait et exclusivement en fait. Je cherche pas à faire un magasin ou une boutique, mais c'est vraiment de les proposer en fait à ma clientèle quand je réalise les réalisations. Des petites touches en gros, des petites touches personnelles qui vont avec ce que tu fais comme ça. Une table basse, une console, etc. Et je trouve que voilà, ça peut être intéressant. Et j'ai lié un petit peu de l'ébénisterie avec du marbre, etc. Et là, il y a des trucs intéressants. Et là, je commence à lancer les prototypes. Comment tu fais monter ta cote au fur et à mesure? Est-ce que c'est vraiment du bouche à oreille essentiellement? Là, le bouche à oreille, il est énorme. Mais comme je t'ai dit, le bouche à oreille, en fait, pour revenir à Instagram, tu vois, le bouche à oreille, en fait, c'est un bouche à oreille aussi virtuel, en fait. C'est-à-dire que quand tu t'ajoutes en fait à moi, tu vois les abonnés, en fait, avec qui ils sont un ami en commun, etc. Donc du coup, les personnes appellent. Est-ce que tu connais cet architecte? Ah oui, je le suis depuis longtemps. C'est génial ce qu'il fait, etc. Donc au final, à la fin, ça devient en fait un bouche à oreille virtuel. Et c'est vrai que c'est top. Et c'est vrai que maintenant, avec les nombreuses réalisations aussi que j'ai derrière, aussi quand je refais en fait un appartement, j'ai beaucoup d'amis de clients qui m'appellent et qui pour refaire en fait leur appartement parce qu'ils ont vu un petit peu ma réalisation en vrai. Est-ce que limite aujourd'hui c'est le bouche à oreille versus ce que tu arrives à capter en ligne? C'est proportionnellement comment ça évolue? Parce qu'au début c'était peut-être 100% en ligne. Est-ce que tu n'avais pas de réseau? En fait, et maintenant est-ce que c'est genre 90% réseau? Au début c'était 100% en ligne. Après c'était 100% donc du coup 90% je veux dire en fait Instagram et 10% de bouche à oreille. Okay. Et après ça a été en fait ça devient quasiment du 50-50 quoi. En fait. C'est énorme du coup. Ouais, exactement. Est-ce que tu penses qu'à terme ça peut être genre 90% bouche à oreille, 10% les autres? En tout cas c'est le but aussi parce que de toute façon je pense que à toute chose il y a une fin et je pense que même Instagram tout ça et tout il va y avoir d'autres réseaux, d'autres choses, etc. à un moment donné qui vont venir. Après voilà, je me demande aussi si ça va pas se rebasculer après sur TikTok, etc. Donc après avoir aussi, il faut que je crée un compte TikTok et de voir aussi qu'est-ce que ça va donner en fait dans quelques années. Tu trouves que c'est moins bien Instagram là? Enfin, tu trouves que il y a une perte de non, il n'y a pas de perte de puissance, il y a on pas va de dire. Perte, mais je trouve que c'est moins puissant qu'avant. Je trouve que non, c'est pas que c'est moins puissant qu'avant, mais je trouve que c'est lassant finalement de voir les différents architectes où c'est finalement toujours en fait la même chose, la visite du chantier, aujourd'hui, on voit des travaux, etc. Je pense qu'il faut en fait des nouveaux formats en fait. Il faut des nouveaux formats. Et je pense que là on est en train de voir avec mon épouse justement de voir comment on peut créer d'autres formats pour se différencier et ne pas être finalement comme tout le monde fait en fait aujourd'hui quoi. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que depuis le début comme tu es dans cette recherche de
ce qu'on appelle disrupter un peu ce secteur-là, Ouais, c'est-à-dire que tu essaies toujours de trouver des nouvelles idées pour te différencier. T'es Oui, obligé. mais c'est génial parce que c'est comme ça que tu t'es fait ta place aussi. Exactement. Et tu vois, tu étais sur Google, aujourd'hui tu es sur Instagram, et là tu essaies encore de te renouveler. Ouais. Est-ce que c'est pas ça ta force aussi finalement par rapport à tes concurrents, c'est que tu t'adaptes aussi aux nouveaux codes aussi digitaux. Peut-être, ouais. Et aujourd'hui, le business fonctionne par le digital. Donc, de toute façon, oui, c'est le digital aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des architectes qui sont en train de, j'allais utiliser le terme mourir, c'est un peu péjoratif, mais qui disparaissent petit à petit parce qu'ils s'adaptent pas, ouais. Aujourd'hui, t'es pas. Il y en a ou pas? Aujourd'hui, t'es pas sur les réseaux, tu t'essouffles. Mais il y en a selon toi ou pas des architectes qui étaient connus et que tu vois moins? Ouais, il y en a que je vois moins, ouais. Okay. Ouais, il y en a que je vois moins, ouais, largement. Mais et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important quand même de poster de manière assez régulière parce que ça permet en fait aux gens de ne pas t'oublier et d'avoir en fait toujours un petit lien en fait avec toi, quoi, en fait. Donc, est-ce que tu as refait ton site internet récemment parce que tu t'es passé de Excel Design à Samuel Elbilia? Est-ce que ton site aussi va être refait en mode pareil dans un truc plus premium pour adapter ta communication à ce que tu es aujourd'hui? Bizarrement, j'attache beaucoup moins d'importance aujourd'hui en fait à mon site internet parce qu'aujourd'hui même quand on me demande en fait mes coordonnées, en fait on me demande pas mon site internet, on me demande mon Instagram. En tant qu'architecte, ouais, c'est dingue. Et les gens, en fait, non, le métier d'architecte aujourd'hui. Même quand on me contacte, on me dit, ouais, j'ai vu votre Instagram, etc., mais jamais j'ai vu votre site internet. Et je dis, vous avez vu mon site internet? Non, j'ai pas vu. Sur le métier d'architecte, aujourd'hui, sur le positionnement premium, c'est Instagram. Après, moi, j'avoue que avoir un très beau site internet, je trouve que ça a dû cacher ça à la gueule. C'est comme avoir mon site, je le trouve pas dégueu, tu vois. Je le trouve quand même bien, je le trouve propre, je le trouve lisible, etc. Et je trouve qu'il suffit en fait à lui-même. En fait, c'est plus un portfolio finalement, tu vois. Et le plus important, c'est que ce soit facile en fait quand tu rentres dans le site internet de voir tout de suite les réalisations, etc. Que ce soit simple et que tu rentres pas dans des trucs compliqués avec plein d'écriture, etc. Ou finalement que personne ne lit. Est-ce que tu utilises Pinterest aujourd'hui ou pas? Parce qu'on sait que dans la décoration, ça marche super bien. Alors Pinterest, et si tu l'utilises pas, ce serait dommage. Enfin, c'est bien d'utiliser plus. Moi, je l'utilise, mais pour mes inspirations aussi, parce que mes inspirations, en fait, elles vont aussi via les réseaux sociaux comme Instagram, Pinterest, etc. Bon, après, elles vont aussi au-delà, jusqu'au voyage, jusqu'à plein de choses, les hôtels que je fais. Mais Pinterest, c'est un outil quand même que j'utilise beaucoup pour c'est une source d'inspiration aussi pour moi. Tu pourrais mettre les photos de tes chantiers aussi, de tes réalisations. Tu le fais un peu ou pas trop? Non, ça je l'ai pas fait. Tu dis pas c'est dommage, j'utilise pas ce levier-là parce que Pinterest, les gens ils vont vraiment pour la déco. Mais Pinterest pour moi c'est tu recherches plus des ambiances, des recherches, etc. Mais tu recherches pas forcément le profil de quelqu'un. Non, je suis d'accord. Ouais. Mais si demain je tombe sur une super inspiration et que je vois que c'est le profil de Samuel Elbilia qui est architecte et je recherche un architecte à ce moment-là, je pourrais, tu vois, te contacter. C'est un petit tips que je te partage. Mais je pense qu'en tant qu'architecte, Pinterest peut être aussi un bon levier. Bien sûr. De toute façon, c'est la référence finalement de tout ce qui est architecture, etc. En fait, en termes de recherche. Donc effectivement, c'est bien. Et t'es sur TikTok aussi ou pas alors? Ouais, ma femme, elle a ouvert le compte TikTok. Alors ça marche. Je t'avoue que je sais pas du tout l'utiliser. Même d'ouvrir TikTok, j'arrive pas à l'utiliser, mais elle a commencé à l'ouvrir, mais elle a pas encore bien exploité, quoi, en fait. T'as pas encore de grosses retombées là-dessus? Non, mais pour moi, en fait, TikTok, je pense que tu vas avoir plus de visibilité, mais là où les gens vont te contacter, restera toujours Instagram, quoi. Après, c'est mon avis, mais je sais pas, mais après, je pense que tu sais, les choses, elles vont tellement vite. Moi, avant, je jurais que par Google et par mon site internet. Et je ne doutais pas une seconde que les réseaux sociaux pouvaient marcher. Au final, Instagram, ça a fait exploser. Et maintenant, après, demain, ça peut être aussi un autre réseau social qui va rentrer. Et après, Instagram peut aller aux oubliettes, quoi. Je sais pas en fait comment ça va se passer. Aujourd'hui, tu es bien établi justement en tant qu'architecte. Tu as gravi un petit peu tous les échelons. C'est quoi la next step? Parce que d'une certaine manière, aujourd'hui, tu as assez de demandes. Je crois que je te l'ai déjà posé tout à l'heure, mais comment tu peux réussir à avoir une croissance de tes revenus alors que tu as déjà suffisamment de demandes et que tu peux pas en gérer plus? C'est d'augmenter tes prix à terme, c'est de faire des plus gros projets? Non, c'est d'augmenter aussi ma masse salariale, c'est-à-dire que d'avoir des employés aussi supplémentaires pour accepter aussi plus de chantiers, etc. Mais le problème, c'est que moi, dans mes recherches, avant de prendre quelqu'un, là, je viens de recruter par exemple une nouvelle recrue il y a 6 mois. Mais il faut vraiment que la personne, elle soit en fait béton, parce qu'en fait on est une agence, en fait on est 4 personnes, tu vois. C'est-à-dire qu'on est il y a Baptiste, Jérémy que tu connais, il y a Paola, il y a moi, il y a mon épouse, en tout 5. Et il y a une infographiste 3D aussi qui travaille que essentiellement donc du coup sur
sur toutes les 3D, donc du coup des différents appartements. Et donc du coup, le problème en fait, nous en fait, on travaille quand même aussi très vite et bien, quoi, voilà, encore sans prétention. Mais c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de former vraiment quoi, d'être sûr de la personne avant qu'elle rentre à l'agence, parce que j'ai besoin aussi qu'elle soit quand même autonome et que ça avance vite, quoi. T'as besoin d'un niveau de qualité important. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, quand ils viennent travailler avec Samuel Elbia, ils veulent Samuel Elbia. Ouais, bien sûr. Mais moi, sur tous les chantiers, je suis là en fait. Voilà, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je réalise plus. Voilà, c'est plus moi qui va dans les logiciels à faire des plans ou à faire les 3D, etc. Mais par contre, je suis toujours en fait derrière mes collaborateurs ou assistants, en fait, pour donner mon avis. Ça, tu devrais changer, etc. Je donne en fait mon avis sur l'implantation, sur le style, etc. Et avant de le soumettre au client, en fait, on me présente l'ensemble du dossier et c'est là où je fais d'abord en fait les modifications en amont avant de le présenter. Tu fais des locaux commerciaux, des hôtels, des restaurants, des choses comme ça, parce qu'on ne voit que sur du particulier. Est-ce que ça te plairait, ça? Justement, j'ai toujours refusé en fait la partie retails. J'ai toujours en fait, je voulais me concentrer en fait sur l'habitation. Et là, je sais pas, ces derniers temps, j'avais envie en fait d'un nouveau souffle, et ça fait plusieurs fois qu'on me propose des centres dentaires, à réaliser un centre dentaire. Et là, on m'a proposé un super projet sur Aix-en-Provence, et j'ai décidé d'accepter. C'est quoi? C'est un gros centre dentaire qui fait donc du coup 600 mètres carrés, et là on doit refaire donc du coup en plusieurs cabinets, mais une version très haut de gamme, très sympa. Et en plus de ça, je trouve que c'est sympa d'aller un peu dans le sud, voilà. Sympa. Et de faire des restaurants avec des ambiances, aller vraiment sur les grands architectes. Alors tu vois, restaurant, par exemple, il y a plein de restaurants qui sont signés Philippe Stark. Exactement, mais tu vois, par exemple, restaurant, c'est pas le truc qui m'emballe particulièrement, bizarrement, mais par exemple, c'est plus pourtant tu peux te lâcher au niveau déco, je trouve. Ouais, complètement, mais c'est pas ça qui m'emballe le plus. Par contre, tu vois, bureau aujourd'hui, je suis pas contre parce que à partir du moment où c'est des bureaux, tu vois, un petit peu sexy, des choses un peu sympas. Voilà, centre dentaire, je trouve que ça peut être aussi très sympa. Et en plus de ça, il y a un marché aussi qui peut être très intéressant aussi dans cette partie-là. Mais par contre, voilà, ce qui me ferait rêver, c'est plutôt en fait un hôtel, des choses comme ça. Un hôtel, un bel hôtel, ça te plairait? Ça, c'est quelque chose. Tu pourrais, ça fait combien de mètres carrés un bel hôtel bien placé? Ça peut être tout, hein, tu sais, tu peux avoir les petits immeubles en petit hôtel. Mais un grand hôtel, ça peut être compliqué à gérer, non? De faire toutes les chambres et tout. Dans un premier temps, voilà, j'aimerais commencer par un petit hôtel pour ensuite. Ok, d'accord, voilà. Ok. Mais à terme, ça te plairait de pouvoir faire un gros chantier, un gros hôtel? Je trouve que c'est sympa, mais là, j'ai déjà en fait des demandes, tu vois, de faire des clients qui ont acheté des immeubles pour réaliser en Airbnb haut de gamme, etc. Donc finalement, en fait, tu vois, je trouve que ça amorce un petit peu ce que je souhaite, un petit peu, quoi, dans le principe. Donc c'est ça le futur. Alors est-ce que tu peux nous... Alors non, j'avais une question avant que tu nous parles un petit peu de tes chantiers aujourd'hui, parce que on a parlé justement de tout, comment tu as démarré, de là où tu as démarré. Je trouve ça intéressant de savoir maintenant ce que tu fais. Sur ta rémunération, tu disais que tu touchais... 400 € hors taxe. Voilà, 400 € hors taxe du mètre carré, donc 60 000, on reprend les 150 mètres carrés. Est-ce que tu touches sur autre chose? Par exemple, si tu accompagnes un client acheter un canapé, par exemple, à 5 000 €, est-ce que toi, tu peux avoir une commission là-dessus? Est-ce que l'entreprise qui fait les travaux, tu peux t'arranger avec elle pour avoir une rétrocom, par exemple, il te dit, il y a 600 000 € de travaux, mais là-dessus, je te donne 5%, donc je récupère 30 000. Non. Alors moi, si tu veux, j'ai toujours été en fait hyper honnête en fait là-dessus en fait avec mes clients, c'est-à-dire que les commissions, c'est pas un secret de polichinelle. Il y a beaucoup d'archi qui en prend, etc. Ça, il y a zéro problème. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai pas été toujours dans cette démarche en fait avec mes clients. J'ai toujours en fait voulu justement, même quand je vais chez mes fournisseurs, de faire bénéficier de mes remises professionnelles, etc. Pour justement en fait établir en fait les meilleurs prix possibles. Parce qu'à la fin aussi, ce qui m'intéresse, c'est au finalement, tu vois, ce bouche à oreille qui vient, c'est aussi de retranscrire aussi l'honnêteté que je peux avoir, etc. Et pour moi, c'est aussi important. C'est ça. Est-ce que c'est pas ça ta vraie force, c'est le côté honnêteté? Est-ce que les gens, en fait, tu te fais un nom aussi parce que tu fais du travail de qualité, il y a cette honnêteté-là. Exactement. Et justement, les gens reviennent parce qu'ils peuvent te faire confiance là-dessus. Ils savent justement que sur les commissions, etc., t'es vachement réglo. Moi, tu vois, je me demande parfois si t'es pas un peu trop honnête. Parce que des fois, tu pourrais prendre, tu vois, j'ai l'impression que t'es un peu trop honnête parfois, mais c'est ta force. C'est ça. Mais parce que tu pourrais gagner plus en réalité de prendre un petit peu, quoi. Ouais, bien sûr, mais je préfère. Pourquoi tu prends pas un peu genre 2-3% sur les travaux ou... Je sais pas, la vérité. Parce que quand tu donnes en vrai, quand tu donnes un chantier, parce qu'aujourd'hui t'as accès au plus beau chantier parisien. Bien sûr. Quand tu viens le donner à une entreprise de travaux, tu lui apportes un super client. Rien que pour ça, il pourrait te redonner une petite partie. Mais non, toi t'es super clair là-dessus. C'est pas franchement mon
objectif premier. Après, c'est vrai, hein, je peux faire exploser mon chiffre d'affaires en partant là-dessus, en prenant justement des 10%, etc. À droite à gauche. Mais c'est vrai que c'est pas forcément mon intention en fait première. Moi, l'idée c'est que vraiment que tout le déroulement en fait se passe bien avec le client, d'avoir donc du coup cette honnêteté. Et au final, cette honnêteté pour moi en fait, elle paye dans le sens où finalement tout le monde me recommande, etc. Et que ce soit par mon travail ou que ce soit par mon honnêteté. Et voilà quoi, je veux pas avoir ce sentiment de devoir prendre pour prendre, etc. Moi je m'amuse aussi dans mon métier. C'est pas Je sais, mais c'est pas une pratique de marché, non? En réalité, il y a plus d'architectes qui prennent des rétrocommissions que qui il y en a pas mal non quand même qui prennent. Hein. En général, ils prennent. Il y en a pas mal qui prennent. Ouais, exactement. Il y en a beaucoup. Ok, donc toi, tu veux différencier sur l'autre, essayer de différencier aussi parce que tu faisais prix au mètre carré, pas pourcentage de l'enveloppe globale. Tu prends pas de rétrocommission sur tes plans professionnels ou sur l'entreprise de travaux. Donc, tu as une approche vraiment différente de ce point de vue-là. Ouais. Bah après, il y en a d'autres aussi qui travaillent aussi comme moi, quoi. Donc ça dépend. Ah, il y en a quand même aussi. Oui, il y en a. Bah, pas tout le monde. Si c'était une pratique complètement banale, dans ce cas-là, oui, j'aurais pris. La question se pose pas la question, mais après, c'est vrai que moi, en fait, je me mets toujours en fait un petit peu à la place du client. Moi, j'aurais pas forcément apprécié, qu'à côté qu'on prenne sur. C'est ta marque de fabrique, quoi. Exactement. Parce que j'aurais l'impression de surpayer, quoi, en fait. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de vraiment poser ta signature Samuel Elbila sur les chantiers, alors que pendant 15 ans, tu as été Except Design. Est-ce que tu commences un peu à ressentir ce goût un peu de la réussite? C'est une consécration quand même, parce que ça fait 14 ans, quoi. 15 ans. C'est ça, au final, ça fait pas 3 ans, genre. Ouais, quand je calculais la dernière fois, je me dis que ça fait. T'es encore jeune, mais en même temps, ça fait 14 ans. En fait, j'ai commencé tellement jeune que. Mais est-ce que tu ressens ça quand même aujourd'hui? J'ai pas vu les années passer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vachement content parce que je vois quand même. Déjà en dehors des réalisations et la chance que j'ai aussi que mes clients en fait me confient leurs projets parce que aujourd'hui j'ai des beaux projets parisiens et en dehors de ça je suis très content quand même de l'évolution de ton évolution de l'évolution. Et ça marche vraiment depuis combien de temps ça marche vraiment bien pour toi, et à combien de temps t'as mis vraiment, est-ce que ça depuis, tu vois, pour un architecte qui se lance, enfin c'est combien les pour moi depuis 2016 depuis 2016 depuis 2016, je suis vraiment rentré. Ça fait 7 ans là. Ouais, voilà, depuis 2016, je suis rentré un petit peu dans le créneau vraiment haut de gamme, avec des surfaces beaucoup plus intéressantes, avec des budgets aussi qui sont plus intéressants, etc. T'as galéré tu t'es lancé quand? Attends, j'ai noté la date tout à l'heure. En fait, moi, j'avais commencé en 2009 en auto-entrepreneur, et en 2009 auto-entrepreneur, donc 2009 jusqu'à. Après 2011, j'ai ouvert ma société en fait, 2011 jusqu'à 2017. Donc t'as mis du temps quand même au début quand même. Ouais, j'ai mis du temps. À quel point c'était galère au début? Mais je marchais quand même très bien, hein, parce qu'en fait, j'avais, c'était des chantiers faciles, donc du coup, j'avais aussi une charge de travail aussi. C'est-à-dire que j'avais pas mal de chantiers, j'avais pas encore de salariés, j'avais pas tout ça, donc du coup, je vivais quand même complètement bien. Et après, c'est en évoluant, en prenant justement des salariés, etc., que j'ai réussi aussi à grandir, parce que pour moi, en fait, alors après, bon, pour moi, c'est prétentieux de dire la réussite d'aujourd'hui, mais c'est-à-dire que mon évolution, en fait, elle est méritée aussi, mais à travers aussi mes collaborateurs qui travaillent avec moi. C'est-à-dire que pour moi, c'est un travail d'équipe, et voilà, ça je l'oublie pas aussi. Vous êtes une équipe maintenant, et c'est une équipe aussi ça. Avec qui j'ai entièrement confiance, où ça fait des années qu'ils travaillent avec moi, etc. Et pour moi, voilà, je leur dois aussi cette évolution. C'est sympa. C'est quoi les beaux chantiers aujourd'hui que tu fais? Comme je t'ai parlé, là, le plus sympa, c'est quoi? Le plus sympa, c'est-à-dire que le plus impressionnant, j'ai envie de te dire, c'est le 1200 mètres carrés en fait à Neuilly, en hôtel particulier. Ça, c'est un hôtel particulier où tu rases tout et tu reconstruis même les fondations? Ou non, tu gardes les fondations? Non, il y a 500 mètres carrés d'extension. On fait 500 mètres carrés d'extension. Il y a un architecte des PLG en fait qui s'occupe justement de toute cette partie extension. Et moi, en fait, j'interviens sur toute la partie intérieure. Mais c'est vraiment un projet qui est super sympa, parce que même en fait c'est hyper atypique, parce que même rien que la suite master, en fait, elle fait 250 mètres carrés. Donc après, il faut savoir rationaliser les espaces en fonction de. C'est possible ça, une chambre master de 250 mètres carrés? En fait, t'as un petit coin salon dans la master.
master, t'as c'est comme une suite présidentielle dans un bel hôtel. T'as un dressing qui est énorme, etc. Donc non, c'est sympa. Après, j'ai des projets quand même très sympas. Quand tu dis 500 mètres carrés d'extension, c'est en hauteur, en gros, tu gagnes des étages, non, c'est même en largeur. En largeur aussi sur le terrain. Et en étage aussi. Donc ça, c'est un bon plan aussi, non, parce qu'à la revente, après, il est vraiment gagnant, parce que ça lui rajoute des mètres carrés. Ça lui rajoute des mètres carrés. Bon, après, forcément, à côté, il faut payer aussi les travaux, mais après, je sais pas combien. Oui, si tu fais par exemple 4-5 000 euros du mètre, et que ensuite ça se revend genre 15 000 euros du mètre, t'as gagné 10. Ouais, bah c'est. Il a peut-être gagné 5 millions sur ces 500 mètres carrés en plus, là. Ouais, bah c'est pas mal. C'est pas mal quand même comme plus-value. Exactement. C'est intéressant. Et après, en autre projet très sympa. C'est dingue ça, 5 millions, de gagner 5 millions. Ouais, bah c'est ça. Surtout si c'est sa résidence principale, c'est défiscalisé. Bah c'est ça, en fait, il est en résidence principale. Ouais, exactement. T'allais dire un autre projet, excuse-moi. Ouais, non, après voilà, j'ai plein d'autres projets hyper sympas. On est voilà sur des surfaces à peu près de 300 mètres carrés. Là, j'en ai un à la Muette qui est super sympa. On a fait un travail de stafferie qui est énorme, avec une redistribution qui est hyper sympa. Il y a voilà d'autres appartements aussi avenue Bugeaud. On a à Neuilly. T'as des duplex ou pas Ouais, duplex. J'en ai un avenue Foch. J'ai un duplex avenue Foch qui est aussi très sympa. Voilà, il y a beaucoup de projets. On est à peu près sur une quinzaine de dossiers en cours. T'as une quinzaine de dossiers en cours. Ouais, tu prends combien de projets par an à peu près? Tu disais. C'est ça à peu près une quinzaine parce en fait j'ai toujours un roulement à peu près de 15 clients à l'année. Donc voilà. Ok, donc super intéressant. Est-ce que par exemple pour un architecte qui voudrait se lancer, tu aurais des conseils pour lui qui démarre de zéro comme toi? Ouais. Tu vois, moi je crois un petit peu un code déontologique quand on réussit dans un domaine. Bah, il faut devoir donner à la nouvelle génération. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Bah déjà de se démarquer, de pas faire la même chose que les autres. En fait, d'avoir déjà sa propre identité, et de reconnaître aussi en fait quand on voit en fait un lieu, de reconnaître que tout de suite c'est cet architecte qui a fait, etc. Tu vois, c'est ça. Donc le plus dur, qu'il ait son style. C'est de trouver en mais fait c'est dur pour un jeune qui démarre. Comment tu veux qu'il ait son style dès le début? C'est dur d'avoir. C'est avec le temps. En fait, il va forcément trouver son style. Moi, au début, je faisais pas du tout ce que je faisais en fait aujourd'hui, etc. Et c'est avec le temps, à force de faire des chantiers, etc., que j'ai trouvé vraiment mon identité. Ça t'a mis du temps, hein, 14 ans de développement. Ouais, bah c'est ça. C'est long, hein. C'est un vrai travail de se trouver aussi, trouver son goût. Et d'autres conseils. Utiliser les réseaux sociaux, j'imagine. Utiliser les réseaux sociaux. D'être bien présent en ligne. Exactement. Par exemple, si tu te crées juste un site et que t'es pas sur Instagram ou. Mais tu vois, par exemple aussi, quand je reviens juste sur une dernière chose aussi que tu me disais, c'est aussi comment aussi je me fais pour me différencier. En fait aussi, tu vois, là, je suis en train de mettre en place un nouveau système, par exemple, de 3D parce que je veux beaucoup plus digitaliser justement en fait cette partie-là. Aujourd'hui, ce que je vais présenter, ça va plus être des images classiques qui sont figées. C'est maintenant tu te balades dans l'appartement. Ah, et trop bien. Là, je l'ai fait justement pour la maison justement de 1200 mètres carrés. Et c'est vrai que c'est vachement impressionnant parce qu'en fait, tu as une visite virtuelle de ton projet. Et c'est-à-dire qu'en plus, il te manque même pas des vues supplémentaires, etc. ou un angle de vue que tu as envie de voir. C'est-à-dire que sur ta tablette, en fait, tu peux te balader un petit peu dans ton appartement et tu tournes à 360 degrés. C'est énorme. Ouais. Tu penses le propriétaire pourrait nous partager les plans, qu'on les mette à la fin de la vidéo ou pas? Ouais, bien sûr. Ou ça peut être compliqué? Non, je peux. Okay. Ouais, complètement. Comme ça, à la fin de l'épisode, je peux t'envoyer le lien. On le met, comme ça les gens pourront visualiser en version vidéo ce que ça donne. Parce que moi, je trouve ça dingue, ça. Ouais, bah ça. Parce que déjà, les plans en 3D, je trouvais que ça te permettait vraiment de te rendre compte de la réalité de ce que ça donnera. Mais alors là, d'être vraiment en réalité virtuelle. C'est ça, en fait, en réalité virtuelle, finalement, comme quand tu rentres, finalement, tu sais, dans un site, voilà, se loger, etc., où tu vois un appartement en virtuel, ben, c'est exactement de la même manière. Tu passes par quelle solution pour faire ça? C'est mon infographiste qui me le fait, mais en fait, je fais les 3D, en fait, par 3ds Max, et après, en fait, elle fait c'est des séquences de vidéos, en fait, donc c'est plusieurs images à calculer, et après, de monter toutes les images, et en fait, de mettre tout en place. C'est marrant parce que quand on discute même avant et depuis le début, architecte, c'est vraiment un métier d'artiste, de créatif. Exactement. C'est ça qu'il faut souligner. Toi, t'es un créatif. Et quand je te demandais, par exemple, c'est quoi ton chiffre d'affaires, tu me disais, faut que tu vas avec mon expert comptable. Moi, je gère pas les papiers, etc. Et j'ai l'impression que justement, toi, t'es justement là pour apporter la créativité, ton œil d'architecte. C'est ça. Mais après, donc toute ton énergie, tu dois le mettre là-dedans, et tous les fonctions opérationnelles, tu dois les déléguer au maximum pour garder cette énergie au bon endroit, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, même les factures, etc., c'est pas moi qui les fais. C'est pas moi qui gère toute cette partie-là. Moi, j'ai besoin vraiment de me concentrer sur toute la partie créativité, qui me correspond
parfaitement. Et t'accompagnes aussi sur le mobilier des clients? Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout de la réalisation, jusqu'au choix des rideaux, jusqu'au choix du mobilier, jusqu'au choix des tissus, jusqu'à la décoration finale de l'appartement, quoi. Et le prix c'est quoi le plus gros prix du mètre carré que t'aies fait comme chantier? Est-ce que ça peut exploser? Genre, ça existe de faire 10 000 euros du mètre carré, par exemple? Non, j'ai jamais fait 10 000 euros le mètre carré. Ça existe ou pas? Ouais, bien sûr. Tout existe. Oui, mais 10 000 euros du mètre carré, ça veut dire de quoi? Tu mets de l'or partout? Tu mets de la feuille d'or partout, etc. Mais après, tu sais, tout ce qui est cher n'est pas forcément aussi beau, quoi. Tu vois, c'est ce qui est beau dans l'art, je trouve, moi. C'est que c'est pas ton budget qui fait la beauté. Non, c'est pas forcément le budget qui fait la beauté. Moi, déjà, j'aime aussi le côté un peu minimaliste, chic, élégant, etc. Mais j'aime pas aussi toute la partie ostentatoire et voilà, de mettre des matériaux pour mettre des matériaux, tu sais, voilà, pour que ça fasse bling, c'est pas du tout mon style, tu vois. J'aime le côté élégant, raffiné. Et après, en plus gros budget, ouais, non, je suis à peu près dans les, dans les 7 000 euros du mètre. Ouais, exactement. Ouais, le budget maximum que t'as vu sur un projet, ça peut monter. Ça va être la maison de 1200 mètres carrés, où on va être à peu près sur un budget de 5-6 millions. 5-6 millions. Ouais. Est-ce que t'as déjà vu, est-ce que toi, tu t'es déjà enrichi grâce à ton talent, dans le sens où t'es capable de refaire par exemple une résidence principale à toi, ouais. Et comme c'est défiscalisé, de la revendre super cher, est-ce que toi tu fais aussi des choses comme ça? Bien sûr, c'est-à-dire que je fais quand même pas mal d'investissements, et donc j'achète, je revends, je fais d'abord mes travaux et j'apporte ma plus-value à travers les travaux. Et ce qui est très drôle, c'est que souvent en fait j'ai des amis, tu vois, agents immobiliers qui me disent je trouve que t'as pas bien acheté, t'as acheté un petit peu cher, etc. Et au final en fait j'arrive à faire des bonnes culbutes à travers mes travaux que je fais, donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que un architecte qui propose des travaux à 2500 euros du mètre quand toi t'es à 5000, il peut arriver au même niveau de qualité que toi, ou pour toi c'est impossible? Non, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu peux pas faire la même chose. C'est-à-dire que tout a un prix, tu vois. C'est-à-dire que il y a plusieurs paramètres en fait à prendre en compte. C'est-à-dire que si tu as envie d'être dans par exemple un appartement comme voilà de 300 mètres carrés où tu dois refaire en fait pas mal de choses, etc. Pour rester dans des 2500 euros le mètre carré, déjà tu gardes ta base de sol, tu fais du ponçage, vitrification, tu peux refaire, mais tu peux pas tout refaire en fait. Donc c'est vrai que moi par contre, est-ce que ça fait la différence? Pour moi c'est vrai que quand j'accepte aujourd'hui des chantiers, c'est de partir sur cette page complètement blanche que j'ai besoin justement pour lancer ma créativité. Mais sinon, j'arrive pas à garder justement de l'existant et de remodeler à travers cet existant. Tu vois, j'ai vraiment besoin de partir sur cette page blanche. C'est quoi le prix moyen d'un architecte aujourd'hui à Paris? C'est plutôt 2000, 2500? Non, en général, moi, les prix que j'entends le plus, c'est entre 2000, 2500 pour faire du haut de gamme. Non. Haut de gamme, tu fais pas du 2000. Pour moi, c'est complètement faussé, en fait. C'est des faux prix. C'est-à-dire que quand tu veux faire du haut de gamme et qu'on dit 2000, 2500, c'est qu'il y a un problème. Ouais, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce qui va se passer alors si je me dis non, mais moi j'y crois, il va dire 2000, 2500? Ça engage à rien, hein. C'est-à-dire que je vois un client demain, je peux dire oui, 2000, 2500, et après, les devis ne correspondent pas du tout. Et en même temps, à côté, moi, j'ai facturé une étude, je suis content, et puis voilà. Mais tu vois, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses parfois qui sont pas honnêtes, ou parfois aussi de personnes qui pensent savoir connaître en fait ce que c'est le haut de gamme, mais finalement c'est pas le haut de gamme. C'est ça aussi. Voilà, quelle est tout la est subtil, quoi. Tout c'est subjectif. Qu'est-ce qui est le haut de gamme ou bas? Exactement. Quand ils disent haut de gamme 2500, parce que peut-être toi, pour toi, c'est pas du haut de gamme. Peut-être mon haut de gamme, c'est pas le même haut de gamme que tu peux donner des différences du coup entre un chantier à 2500 et à 4-5 000. C'est quoi les différences? En gros, ça va être le parquet choisi. T'as nettement moins de menuiserie sur mesure. Okay. Tu sais. Parce qu'il y a des différences de menuiserie. T'as une menuiserie plus chic à 4000, 5000 euros qu'à 2500 ou non? Non, c'est des essences de bois que tu choisis, tu vois. Mais c'est-à-dire que à 2000, 2500 euros le mètre carré, tu peux pas avoir un appartement comme ça full en menuiserie, tu peux pas refaire tous tes sols, tu peux pas refaire jouer sur les faux plafonds, etc. Tu peux pas faire tout ça. Ça veut dire ça te laisse en fait un appartement qui peut être très propre, qui peut être très bien, etc. mais qui a rien de fou visuellement, quoi, en fait. Tu verrais la différence? Toi, tu rentres dans un appartement, tu peux tout de suite savoir si c'était 2500 ou 4000. Moi je vois tout de suite. Et c'est quoi ce niveau de finition aussi? Je vais te dire honnête, hein, moi je suis tellement passé un petit peu par toutes les étapes du début jusqu'à la fin qu'à l'époque, moi il y a encore quelques années, je faisais des chantiers à 2000, 2500 euros, et pour moi c'était haut de gamme à cette époque-là en fait quand je les faisais. Aujourd'hui ça ne l'est plus du tout parce que ma vision elle a changé. Tu pourrais pas travailler à ce prix-là, t'arriverais plus aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que tu proposes comme prestation, si on te donnait un budget de 2500 euros par mois, tu serais trop limité, tu n'y arriverais pas. Non, je dis tout de suite que j'y arriverai pas. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Parce que j'y arriverai pas parce que t'aurais pas accès aux bons matériaux pour arriver à ton style. Aujourd'hui, en fait, quand on m'appelle, on sait ce que je fais. Et donc, du coup, de proposer quelque chose, des chantiers
chantier en fait à 2000-2500 euros en fait le mètre carré. C'est incohérent par rapport à ce que je montre et ce que je souhaite en fait montrer en fait sur mon site internet, sur Instagram, etc. Et ça va complètement en fait à l'opposé. Donc du coup en fait ils auront jamais ce qu'ils voient en fait dans les images que je publie par rapport à ce qu'on me demande. Donc finalement il y a zéro intérêt, et donc je préfère être honnête. Voilà, si vous voulez ça, c'est tel prix quoi. Mais tu peux pas avoir du Samuel Elbilia à 2500. Enfin c'est pas, ton style n'est pas, on peut pas l'adapter en tout cas à ces budgets-là. Ton style demande tout de suite des matériaux plus nobles. C'est compliqué, exactement. Ok. Mais encore une fois, sans prétention. Hein. Ouais, non, j'imagine. Ok, génial. Bah écoute, je suis content parce que c'est, comme je te le disais, mon podcast c'est vraiment axé tech et digital. Ouais. Mais en réalité, le métier d'architecte, une première pour moi, donc du coup, c'est bien. Ça fera peut-être une petite carte de visite pour que les gens comprennent tout ton parcours. Ouais. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est que tu t'adaptes au code du digital, tout en gardant l'esprit relationnel et humain qu'un architecte doit avoir. Exactement. Et pour moi, c'est ça un bon architecte aujourd'hui en 2023, tu vois. Plutôt que d'être un peu trop à l'ancienne avec les cartes de visite. Est-ce que t'as une carte de visite, tiens? Non, j'en ai pas. En papier. T'as pas de carte de visite papier? Non, pas du tout. J'ai pas de carte de visite. Non. Et on me le demande même plus, hein, d'ailleurs. Ouais, on me le demande même plus, les cartes de visite. Et du coup, toi, t'en as toi aussi ou... Moi, j'en ai pas. J'en ai, mais en vrai, non, plus en mode digital. Plus, quoi. Toi, ouais. Moi aussi, je les ai, mais ils sont stockés au fond d'une armoire, etc. Mais je les ai jamais avec moi, quoi. Si j'ai des gens de mon audience, parce que c'est beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens dans la tech, beaucoup de gens dans le digital. C'est un nouveau secteur derrière où tu as de plus en plus de clients. Tu me disais dans la tech et digital, alors vraiment pas moins. J'en ai pas mal, ouais. Tu peux nous raconter ça un petit peu? J'ai l'impression, tu m'avais dit ça la dernière fois. Tu me dis, j'ai de plus en plus de gens. J'ai beaucoup de personnes. Et moi aussi d'amis à moi qui passent avec toi. Exactement. Et d'où ça vient, ça? Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Et aussi peut-être parce que finalement, il y a eu pas mal d'exits et de cash out, de gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans la tech et le digital aussi. Ouais, exactement. Et tu me dis que tu as de plus en plus de jeunes aussi. De gens de 25 ans qui veulent faire des gros appartements, et t'es aussi étonné de ça. Non, c'est plus 30 ans. Voilà. Plus 30 ans. Moi, ma catégorie. Mais c'est déjà jeune pour faire un gros appartement. La catégorie d'âge de ma clientèle, on est entre les 30 et 45 ans. 30 et 45 ans. Ouais, donc c'est quand même une clientèle plutôt jeune un peu. Ouais, exactement, les jeunes. C'est la nouvelle génération. Exactement. Et ouais, donc vraiment le fait que tu utilises les codes utiles, que tu essaies de te réinventer, je pense que c'est vraiment ta force. Ouais, et exactement. Tu vois, même là, tu es encore en train de chercher quel type de contenu peut fonctionner. Quel type de contenu peut fonctionner, comment je peux me démarquer aussi sur les 3D, voilà, comme les visites virtuelles, etc. Quoi, il y a plusieurs. C'est cette idée, mais avec la tech un petit peu, donc tu vois, c'est pour voilà, ça j'aime bien du lier sens, tout ça, et surtout de vivre dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Voilà, finalement, même ton style, il est dans l'air du temps. Ouais, bah c'est ça. Et mon style, je l'évolue aussi d'année en année, hein. C'est-à-dire que mes réalisations qu'il y a 2 ans, c'est plus les mêmes aussi qu'aujourd'hui, etc. Et comme je t'ai dit, en fait, je suis toujours, en fait, j'ai toujours envie d'aller plus loin un petit peu dans la créativité, de jamais faire pareil d'un chantier à l'autre, même si parfois il y a quelques codes que tu peux remarquer, mais c'est-à-dire que je ferai jamais pareil d'un chantier à un autre. Voilà, ça m'intéresse pas parce qu'après je vais perdre toute cette partie justement du kiff d'un projet, quoi. Ouais, non mais c'est dingue, donc tu essaies toujours de te renouveler. Exactement. Pour avancer. Et est-ce qu'il y a de plus en plus d'architectes qui font un petit peu les mêmes moves que toi? Ça commence un petit peu à arriver. Tu sens? Ou je sais pas. Alors ça franchement, les 3D, bizarrement, et je comprends pas. En tout cas, les 3D tels que je les fournis, je comprends pas qu'aujourd'hui, en fait, pas tout le monde fait ça, en fait. Et il y en a beaucoup qui ne fournissent pas de 3D ou qui vont donner en fait des croquis SketchUp, des trucs comme ça. Mais je trouve que c'est incohérent parce que ça te permet pas de finalement au client de bien se projeter et de comprendre un petit peu l'ambiance générale du projet. Mais je comprends pas ça, justement, comment c'est possible de pas utiliser des plans en 3D. Bah, c'est ça. Bah, moi non comment plus, toi tu fais pour avoir ce niveau de qualité? Parce que j'avais bien regardé, moi, quand même, le marché. Ouais. Au niveau des 3D, quand même, t'es au niveau, pour moi, t'es dans le meilleur niveau, en gros, des 3D. C'est quoi? Est-ce que tu pourrais donner ta secret sauce ou pas? Pourquoi tes 3D sont aussi belles et parce que je connais pas un architecte qui a aussi belle 3D. J'ai vraiment mis un point d'honneur là-dessus, et en plus, bon, après à côté de ça aussi, il faut quand même pouvoir aussi un bon 3Diste coûte cher, et donc du coup il faut aussi que l'architecte en question veuille payer aussi un bon 3Diste, quoi. Mais moi, j'ai jamais voulu résigner justement sur ça. Je préfère avoir quelqu'un de très qualitatif au sein de mon équipe et de remettre en fait des super 3D, parce qu'en même temps c'est ce qui fait parler. C'est-à-dire que même quand les clients ils présentent le projet à des amis, etc., mais
c'est quoi, c'est 3D de food, hein, donc c'est sympa, quoi. C'est un outil marketing, génial, c'est un outil d'avant-vente parce que avant que le chantier commence. Exactement. Donc, il y a un aspect marketing et je trouve que effectivement pour un petit peu avoir regardé ton industrie, je trouve que il y a une sensibilité au marketing, à la communication qui est pas toujours évidente. Exactement. Et donc je pense que vraiment le conseil aussi qu'on peut donner aux architectes qui se lancent, c'est parce qu'il peut y avoir une sensibilité forte au design, mais pas en marketing, et du coup, c'est dommage. En gros, t'as des gens qui font des architectes qui font des super plans, mais ils sont dans l'ombre, on les voit pas, en fait. Mais la plupart des architectes, ils sont pas forts en communication, voilà. Parce que quand tu regardes même sur les réseaux, je comprends même pas des fois ce qu'ils publient. Ils vont publier, en fait, un tout petit bout de photo, je comprends pas, en fait, l'intérêt. Alors après, oui, il y a peut-être l'aspect de pas vouloir se faire copier, donc du coup, je veux pas publier, etc. Mais c'est une connerie de penser comme ça. Au final, c'est nul, quoi, parce que finalement, tout le monde s'inspire de tout le monde, quoi, en fait, aujourd'hui. Et ça, je vois même des choses que je fais, que je vois chez d'autres archives, voilà, qui me copient, mais au final, c'est le jeu, quoi, en fait. Et je leur en veux même pas, quoi. C'est le jeu. Et j'ai pris cette décision, justement, aussi de montrer un petit peu tout ce que je fais et d'être complètement à nu, finalement, dans toute cette communication. Et après, là, si je me fais copier, je me dis c'est plutôt gratifiant et je le vois dans ce sens-là. C'est beaucoup mieux, je pense, parce que vaut mieux faire ça, s'exposer, avancer, gagner des clients, plutôt que d'être dans sa grotte, peur d'être copié, peur de rien. Et du coup, tu restes dans l'ombre. Et alors, je sais pas pourquoi les architectes, est-ce que c'est parce que c'est lié à l'immobilier, que c'est une industrie globale qui utilise des codes un petit peu plus classiques, plus traditionnels? Je sais pas, mais c'est vrai que je le ressens pas mal. Et encore une fois, je pense que c'est ta force aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter. Pour moi, t'es l'architecte aujourd'hui à Paris qui sait utiliser les codes du digital, qui sait communiquer, qui sait faire du marketing, qui prend une agence de RP avec une attachée de presse. Et pour moi, t'as tout compris. Et moi, j'invite un petit peu tous les architectes à y aller, quoi, parce que être architecte, c'est comme une start-up, en fait. C'est ça, faut y aller, quoi, tu vois. Faut faire des podcasts, faut moi, c'est pour ça, ton invitation, moi, elle m'a vachement embellé, parce que je trouve que c'est sympa, et au contraire, tu vois, c'est ce genre de format-là aussi que je recherche aussi à publier, parce qu'en fait, même dans les réseaux, à force de voir même toujours des réalisations, etc., les gens veulent voir des visages, et ils veulent voir aussi, voilà, qui est la personne avec qui je vais travailler, etc., est-ce qu'elle m'a l'air sympathique, et que ça suscite aussi l'envie de te contacter aussi, tu vois. Donc mais grave, savoir te connaître. Tu vois, même j'imagine demain quelqu'un qui veut travailler avec toi, tu lui envoies le podcast qu'on a fait ensemble, il te découvre, il te connaît parfaitement, il peut se dire vas-y, j'y vais ou j'y vais pas. À travers ce podcast, finalement, j'ai un peu déroulé aussi un petit peu tout mon parcours depuis exactement, le début. Et je pense qu'il faut on est dans l'ère aussi du personal branding, du marketing. Et le fonctionnement d'une boîte, c'est pas le même qu'il y a 10-20 ans. Non. Et les architectes aujourd'hui qui veulent pas investir sur eux comme dans une start-up, parce que toi, tu réinvestis aussi quand tu fais des shootings, des trucs comme ça. Moi, même les photographes que je prends, c'est des photographes qui coûtent cher. C'est pas des photographes que je paye 200 balles ou des choses comme ça. Voilà, je mets des vrais budgets aussi sur les photos, parce que c'est ce qui me représente, en fait. C'est ce qui représente aussi tout mon travail, finalement, que j'ai fait, en fait, en amont. Donc, du coup, c'est vrai que je prends, voilà, des vrais photographes, etc., qui mettent en valeur aussi mon travail, tu vois. C'est la touche finale, finalement, d'un chantier. Tu gères ça comme une entreprise, et c'est comme ça que même un avocat, n'importe quelle, tu vois, on peut dire peut-être profession libérale, ou en tout cas personne qui travaille seule, qui se développe avec son art, devrait faire. Et moi, je pense que c'est vraiment ta force. Tu as investi sur ton site internet, tu as payé un prestataire pour faire du référencement, tu payes des super photographes pour avoir un super Instagram, tu passes du temps toi-même. C'est-à-dire que quand tu passes sur les chantiers, tu fais aussi des vidéos pour montrer ton travail. Exactement, c'est-à-dire de montrer, en fait, moi, si tu veux, j'ai mis, en fait, des sortes de stories permanentes, en fait, sur Instagram. C'est pour, en fait, à force du temps, en fait, de voir un projet, comment ça se déroule, en fait, de A à Z. C'est-à-dire que de la démolition jusqu'au cloisonnement, jusqu'à l'électricité, jusqu'à la plomberie et jusqu'à la réalisation finale d'un appartement. Et je trouve que c'est vachement sympa aussi quand tu te balades sur Instagram, quand tu vas dans les stories permanentes et tu vois chaque chantier, tu vois le déroulement de ce qui s'est passé, en fait, sur chaque chantier. Donc, c'est ça que j'ai mis en place aussi sur l'Instagram. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, sur ton Instagram, tu as les archives là, les stories continues, c'est ça? Exactement. Et en fait,
t'as mis tous tes chantiers et du coup on peut suivre de A à Z tous tes chantiers. Moi je trouve ça dingue. C'est-à-dire de la conception, c'est-à-dire des plans jusqu'à la 3D, jusqu'au démarrage des travaux et jusqu'à la fin. Ouais, tu mets les 3D, la démolition. C'est vachement intéressant pour un particulier qui ne s'y connaît pas, donc du coup en fait dans les travaux, parce que finalement tu vois un petit peu toute toutes les étapes d'un chantier, et en même temps c'est aussi complètement transparent aussi d'un point de vue des travaux. Voilà, c'est vu que tu vois les semaines par semaine. Bien sûr, c'est génial. Et puis on voit aussi, tu vas loin, tu montres même comment s'installe un chauffage au sol électrique. Ouais, exactement. Comment le stab se fait sur les moulures. Tu rentres vraiment dans le métier. Exactement. Tu partages un petit peu ton quotidien, les suivis de chantier, et c'est super. Cette transparence-là, elle est vraiment payante, je pense. Ouais, complètement. Et de toute façon, c'est ce qui plaît aussi. Voilà, c'est ce qui plaît. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, c'est vrai que je pense que toute cette partie-là, maintenant, il y en a beaucoup qui font comme ça cette communication. Et je pense qu'il faut chercher aussi d'autres choses pour se différencier, quoi. Après, c'est l'industrie qui est comme ça. Je pense que même quand tu regardes au final, les agences immobilières. Mais pour moi, c'est ce qui fait avancer. Donc du coup, c'est quand. Mais à partir du moment où tu vois que tout le monde commence à communiquer de la même manière, c'est là où il faut décrocher et de partir sur autre chose, quoi. Super intéressant. Ouais. Non, mais je pense que c'est vraiment la clé. Et donc t'as une sensibilité sur le marketing, sur le digital. Et ça, je pense que c'est vraiment ta force. Ouais. Génial. Bon, écoute, je suis content. On a bien échangé. Je me dis, tu vois, quelqu'un C'était un plaisir de faire ce podcast avec toi. Je trouvais ça très sympa, en tout cas. C'était une petite discussion, tu vois, un peu informelle. Et puis au début, j'étais un peu intimidé par rapport au matériel, etc. Mais c'est vrai qu'à force de... Voilà. Ouais, non, ça s'est très bien passé. Et puis, non, je me dis, tu vois, quelqu'un qui même veut travailler avec toi, il hésite. Et je suis sûr que ce format-là, il peut se dire, attends, je le connais maintenant un peu. Voilà, en fait, t'as l'impression finalement de connaître après la personne. De te connaître, il a démarré vraiment de zéro. Moi, je trouve que c'est ça qui est génial dans ton parcours, c'est que aujourd'hui, tu gères une maison de 1200 mètres carrés à Neuilly avec des travaux de luxe de fou. Et sans oublier aussi ton super appartement que j'ai terminé. Et mon super appartement, c'est vrai qu'on en parle. C'était quoi, tiens, de faire le podcast dans le salon que t'as réalisé sur la table. C'est ton premier podcast, c'est symbolique. Mais tu veux que je te dise, pour moi, c'était très bizarre cette sensation de venir dans un appartement que j'ai réalisé, etc. avec un client, avec qui on a partagé justement pas mal de choses. J'ai trouvé ça j'étais hyper enthousiasmé, et en même temps j'étais des appréhensions. Non, pas des appréhensions, mais voilà, je me demandais si j'allais être autant à l'aise que face à une personne finalement que je connaissais pas, tu vois, et face aussi à un environnement que je connais pas, et comme là l'environnement je le connais, etc. Et au final, tu vois, je suis très content. C'est parce que t'as tout designé. Là autour de nous, en fait le plateau de mon podcast, finalement, c'est toi qui l'as designé sans savoir que j'allais faire un podcast. Voilà, je le savais pas moi-même aussi avant. Et puis je pense que ça montre aussi que tu arrives à avoir un bon relationnel avec tes clients, parce qu'on a réussi à garder une bonne entente malgré un chantier qui a été long, et pourtant on est là. Non, ça se passe long, mais avec un client qui nous a laissé faire aussi, tu vois, donc ça c'est cool. Ça s'est bien passé. Franchement, ça fait partie aussi mais tu vois, par rapport aux rencontres, tu vois, dont je te parlais, tu vois, il y a des clients qui marquent, et toi, en l'occurrence, ça a été un client que tu m'as marqué, tu vois. Ça c'est cool. Et ça a été cool aussi. Et puis le chantier que tu m'as fait ici peut servir quand t'as des clients. Bien sûr. Souvent, je t'ai appelé tu peux l'appeler, ils viennent ici visiter, comme ça sert un peu de, comment on appelle ça, pas de showroom, en fait de représentation. Et puis du coup, séance que du coup là, tu te fais interview. Donc le podcast, c'est moi qui t'interviewe, mais je suis ton client initialement. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc ce qui est cool aussi, c'est que pour quelqu'un qui voudrait devenir client chez toi, il pourrait selon l'échange et selon le fait que ce soit bien passé ensemble, il peut aussi devenir client. Mais j'aime bien aussi l'aspect un architecte qui se lance aujourd'hui, qui peut voir là où il pêche un peu, s'il a du mal à se développer, parce que tu peux aussi devenir un exemple pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que tu as gravi tous les échelons en 14 ans, tu vois. Et ça, je trouve ça cool aussi de partager ça, qu'il y ait d'autres architectes qui puissent, grâce à tes conseils, évoluer. Moi, c'est pareil en tant qu'entrepreneur, tu vois, je réinvestis dans des startups, je donne des conseils à la nouvelle génération. C'est un peu notre rôle, non? Une fois qu'on arrive en haut, quand on a démarré de zéro, je dis toujours, on sait où on va, mais on n'oublie pas d'où on vient, tu vois. Et du coup, on sait ce que c'est que de démarrer. Ça parce que justement, moi, la question maintenant se pose, tu vois, même à ce que je prenne aussi des stagiaires, etc., ou des alternants, en fait, comme ce que j'avais fait en fait au début, parce qu'au final, tu vois, ça aide. Au début, tu vois, je voulais pas forcément, parce que je me disais que j'avais pas le temps, mais maintenant que mon équipe, elle s'est agrandie, je me pose la question justement de prendre un alternant et de devoir justement former justement, en fait, c'est finalement c'est la future génération, quoi, en fait. C'est sympa, c'est sympa, c'est un peu notre rôle. Combien il va valoir cet hôtel particulier à Neuilly après les travaux, tu penses? T'as aucune idée. Après, ça peut valoir 1200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Ça peut être assez balèze. Je sais pas, mais je pense que
Ça peut valoir 30 millions d'euros, 20-30 millions d'euros. Je pense au moins. Ouais, ok. Oui, au moins. Parce qu'avec les travaux, vu que c'est. Est-ce qu'il y a un marché sur le luxe de l'immobilier? Là, je m'adresse plus pour les gens qui veulent faire de l'immobilier. J'ai l'impression que moi, j'avais mis des alertes sur Belle Demeure, Le Figaro, les beaux sites. Ouais. Et j'ai jamais reçu un bel appartement. Est-ce qu'il n'y a pas un marché à exploiter sur l'immobilier de luxe à Paris? En fait, l'immobilier de luxe, ça se fait par du off-market. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas sur les plateformes, c'est des appartements qu'on a envie de laisser un petit peu cachés, etc., et de les proposer en off-market directement en fait aux clients. Moi, je vois quand je refais des appartements de clients et qui est destiné aussi directement en fait à la revente. Ils interdisent justement les agences immobilières de les mettre dans des plateformes type Se Loger, etc. Ils veulent que ce soit uniquement en fait du off-market parce que t'as un côté beaucoup plus prisé et un côté aussi beaucoup plus rare finalement, tu vois. Donc c'est ce qu'il faut garder. Donc c'est pour ça que dans les plateformes, tu vois pas beaucoup d'appartements haut de gamme. Ça va beaucoup être en fait les agences qui vont te les communiquer. En direct, voilà, et te les faire visiter. Ok, très clair. Non, je savais pas parce que je me demandais, je voyais aucun bien vraiment sympa, on va dire. Ouais. Où à chaque fois c'est top pour si tu veux faire des travaux et tout refaire. Ouais, c'est ça. Mais par contre, acheter un truc clé en main, c'est super difficile. Acheter un truc clé en main, en fait c'est aussi subjectif parce que clé en main, c'est-à-dire que ils ont pu faire aussi une rénovation très importante, etc. Mais ça se trouve elle va pas correspondre aussi à ta personnalité, tu vois. Donc est-ce que les couleurs, les teintes de bois, est-ce que tu les aurais choisies telles quelles, etc. Ça je pense pas, tu vois. Donc c'est pour ça que quand tu as la possibilité justement d'acheter, mais tu vois. Pour en venir un petit peu à l'immobilier par rapport à nos travaux, moi par exemple je comprends pas, j'ai beaucoup d'amis pourtant tu vois qui achètent dans le neuf, qui payent super cher du neuf, mais pour moi avec une rénovation en fait qui est complètement bidon, alors que en fait ils auraient pu acheter beaucoup moins cher et d'investir en fait des très beaux travaux dans de l'ancien, etc. Et ils le font pas quoi. Et ça je comprends pas. C'est super intéressant ton avis là d'expert parce que tu recommandes plus d'acheter un truc avec un prix du mètre carré faible où il faut tout refaire. Et là on passe par quelqu'un comme toi à 5 000 € du mètre carré. Et là tu fais les choses propres. Plutôt que d'acheter un appartement qui te correspond. Plutôt que de prendre un truc déjà un peu refait, mais où tu fais quand même des travaux à 2500. En fait là tu fais les choses à moitié. Exactement. Et en fait l'un dans l'autre ça te revient le même prix. Mais dans un cas t'es beaucoup mieux. Ça te revient le même prix, mais psychologiquement en fait ils ont une force de vente en fait en disant que les frais de notaire en fait ils sont gratuits. Et donc du coup le fait que les frais de notaire sont gratuits, en fait ils ont l'impression de pas de pas débourser forcément de l'argent dans l'immédiat. Et donc du coup ça peut rassurer certaines personnes. Mais c'est vrai que je trouve que c'est complètement idiot parce que pour moi des appartements par exemple qui se vendent sur le Valois ou d'autres communes que je vois ou des amis à moi qui ont acheté qui achètent à 14 000 du mètre carré sur le Valois, je trouve ça complètement incohérent. Alors que si t'achètes en fait dans de l'ancien, t'achètes à 9-10 000 du mètre carré et tu refais complètement tous tes travaux, t'as un appartement de folie qui te correspond complètement et avec des prestations qui sont beaucoup plus luxueuses. T'as raison. Ouais. Après, le prix du mètre carré justifie aussi parfois un étage, une hauteur sous plafond, une vue. Après, non, dans le neuf, t'as des côtés aussi plus pratiques avec les enfants, c'est-à-dire que t'as les grands ascenseurs, les poussettes, etc. Et les parkings directement dans l'immeuble, chose que tu ne retrouves pas forcément dans de l'ancien. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans la mentalité de me dire, je préfère acheter dans de l'ancien et de refaire vraiment comme j'aime que finalement d'acheter dans du neuf, d'avoir une hauteur basse d'hauteur sous plafond, d'avoir et des matériaux pas forcément de qualité en plus de ça quoi. Donc c'est quoi ton plus grand plaisir aujourd'hui quand tu prends un appartement? C'est quoi? C'est donc de l'haussmannien, mais c'est quoi les codes que t'aimes bien la hauteur sous plafond? Moi j'adore l'haussmannien. Okay. L'haussmannien c'est là où j'arrive à le plus m'exprimer, en tout cas à le plus m'exprimer. Et je trouve qu'il y a un côté noble que tu retrouves pas en fait ailleurs que dans de l'haussmannien quoi. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans un haussmannien? La hauteur sous plafond. La hauteur sous plafond pour moi c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est pour moi un appartement il faut qu'il respire, tu vois. Donc et quand t'es en une hauteur sous plafond qui est complètement basse, etc. Ben tu te sens forcément plus étouffé que dans des grandes hauteurs sous plafond. J'aime le côté mais après de l'haussmannien c'est joli, mais il faut la plupart du temps quand même toujours le retravailler parce que souvent en fait c'était des cuisines au fond d'un couloir, c'était en fait qui était destiné en fait directement en fait avec l'accès de service par les chambres de bonne, etc. Donc du coup qui sont souvent mal placés. Et un haussmannien il faut le rendre aussi fonctionnel, de limiter un petit peu le nombre de couloirs, et de le rendre plus fonctionnel au niveau de l'aménagement. Est-ce que ça t'a fait mal au cœur quand je t'ai demandé de casser toutes les cheminées chez moi ou pas?
Non, mais ça m'a surpris parce que c'est la première fois qu'on m'avait demandé justement, parce que pour le coup, toi, t'avais acheté quand même t'avais des super belles cheminées, quoi, pour le coup. Et pourtant, c'est vrai qu'elles étaient belles et je regrette maintenant, mais comme j'étais un débutant, c'était mon premier chantier. Non, c'est notamment celle de la salle à manger, dans ta future cuisine, qui était vraiment belle parce qu'elle était haute, etc. Et ça m'avait vachement étonné que t'étais vraiment figé de l'enlever, parce que pourtant, je suis pas non plus un grand sensible des cheminées comme ça anciennes, mais parce que maintenant, j'aime bien les redessiner, moi, les cheminées. Mais les tiennes étaient particulièrement belles. C'est vrai mais après, je trouve que ça correspond aussi avec l'ambiance générale. Finalement, tu vois, là, quand je suis là, chez toi, là, aujourd'hui, je me dis que finalement, la cheminée, elle aurait pas été forcément à sa place avec l'ambiance générale aussi, tu vois. J'ai pas trop de regrets à avoir, tu penses, de les avoir enlevés? Non, parce que je trouve que voilà, ça correspond plus à ton style et l'image aussi que tu voulais donner aussi à cet appartement. Ok, trop cool. Bah écoute, je pense qu'on est bon, hein. Je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, bah je pense aussi. Ouais. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Moi, je suis content aussi de recevoir aussi d'autres professions, parce que je reçois beaucoup de gens de la tech et du digital ou du Web 3. Et en fait, bah il y a des professions nobles. J'ai beaucoup de clients qui m'ont demandé si t'es intéressé par un podcast, ils sont chauds. Hein. Ah ouais, parce que toi, t'as tous les clients de la tech et du digital. Donc tiens, voilà, si je veux inviter des gens, ça c'est top. Non, mais même. Bah déjà, je pense que moi, mon audience, elle peut être intéressée par tes services. Oui, complètement. Mais bon, après, quand tu lances ton podcast, tu te fais un kiff et tu peux inviter les gens qui t'inspirent. Exactement. Et moi, bah, ton parcours m'a inspiré par le fait d'avoir commencé de zéro déjà. Je dirais que c'est surtout ça. Et puis aujourd'hui, d'avoir quand même un goût particulier. Enfin voilà, moi je suis très content, tu vois, du chantier, et je me dis, ça va permettre aux gens de découvrir un peu ce que tu fais. Est-ce que pour les gens là, s'il y a quelqu'un qui veut te contacter, où est-ce qu'il peut te contacter? Il peut me contacter par mon site internet, donc du coup www.samuelelbilia.fr. Okay. Sinon par Instagram, par mon nom aussi, Samuel Elbilia maintenant. Et voilà, sinon et sur mon Instagram, il y a directement mon numéro de téléphone. Ok, ils peuvent te contacter directement. Et sur mon site internet aussi. Et l'avantage avec Samuel Elbilia, c'est qu'il vous répond tous les jours de la semaine, même le dimanche soir à minuit. Je devrais il faut pas le dire à tout le monde. Ouais. Là, peut-être l'envoie pas tes clients en ce moment parce que tu vas commencer à te faire harceler. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle, voilà, t'avoir envoyé pas mal de messages, et ce que j'avais aimé, c'est que bon, après je pense qu'on s'est bien entendu, mais je t'envoyais des photos sur WhatsApp, par exemple. Dès que j'étais sur Pinterest, je voyais un truc sympa, je te l'envoyais sur WhatsApp à genre 23h30 et tu me répondais direct. Si j'allais répondre le lendemain ou des choses voilà, comme ça. Voilà, c'est ça, ouais. Et ça c'est cool, ça. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et après peut-être j'en ai un peu abusé par contre quand j'ai vu qu'en fait c'était libre. Non, après après comme je te dis, moi je suis là aussi pour rassurer les clients et de sentir aussi voilà épaulé par rapport à tous les choix que vous devez faire. Mais moi j'aime vraiment les gens qui font ça aussi, mais de manière générale en fait, parce qu'en fait je supporte pas quand t'achètes une prestation chez quelqu'un qui te disent j'ai pas le temps. Bah non, moi c'est un truc, en fait j'ai du mal, je suis pas comme ça. Et moi, même moi aujourd'hui, mes clients, refuser, quoi. Un client d'Eskimo aujourd'hui, il m'envoie un message, un mail ou quoi que ce soit, j'ai besoin de quelque chose, je le rappelle dans les 10 minutes, le week-end aussi. Ouais. Alors qu'on est plus de 200 collaborateurs, etc. Okay. Et pour moi c'est important ce truc-là il a acheté quelque chose chez toi, le sens du service, c'est la base. Ouais, bah, c'est clair. Et donc j'ai un grand respect aussi pour les professionnels comme toi ou d'autres qui justement comprennent ça, parce qu'il y a rien de pire que t'achètes une prestation et le mec te dit ah non là mon horaire est fini. Par exemple, on est vendredi, je sais pas, t'as un rendez-vous de 15h à 18h, après t'es plus dispo et qui me dit je te réponds lundi. Franchement, tu le vis mal en tant que client quand tu dépenses des grosses sommes aussi. Et surtout, des fois, t'as des urgences, etc. Tu vois, t'es obligé quand même de répondre et d'être tout le temps, de toute façon présent. Est-ce que t'as le sens du service ou pas? Pour moi, c'est ça. Et toi, tu l'as, par exemple. Mais ce qui est drôle, c'est que je réponds sur des urgences comme pas sur des urgences, en fait. Hein. C'est-à-dire que je réponds, en fait, dans tout type de choses. Et c'est vrai qu'à un peu à n'importe quelle heure, je sais pas si je dois forcément mettre des limites, mais c'est pas moi, en fait, si je dois mettre des limites. Donc, du coup. Est-ce que c'est pas ça le positionnement luxe et premium aussi? Parce que t'es un positionnement premium, t'es obligé d'avoir un sens du service. Tu peux pas être premium parce que tu vas avoir des clients exigeants. Non, je suis obligé quand même d'avoir ce sens du service et que j'offre justement aussi à mes clients, quoi. Donc c'est aussi pour ça aussi qu'ils se sentent rassurés aussi sur tout le long du chantier. Et même quoi. De toute façon, après, si je dois ne pas répondre comme ça toute une soirée, etc., avec le nombre de clients que j'ai, je perds sinon 3 heures dans la matinée à répondre à tout le monde, tu vois. Donc mais après, en plus, tu sais, moi, je fais toujours des groupes WhatsApp sur les chantiers avec mes clients, etc. Et bon, après, il y a toujours, tu sais, des groupes dès le bon matin, 9h00, bonjour tout le monde. Voilà. Bon. Très bien.
Mais t'as tes partenaires aussi de ton équipe qui sont aussi dans les groupes. Oui, et qui répondent aussi, voilà, quand ça me concerne pas forcément des modifications de plan, etc. Ils répondent aussi, ils sont aussi directement dans ces groupes et ils répondent directement aussi, tu vois. Donc. Est-ce que le niveau d'exigence est élevé pour des clients qui dépensent ces sommes-là? Ou est-ce que le niveau d'exigence est le même que quelqu'un qui met 1500 pour les clients que tu prenais au tout début, où tu as senti un niveau d'exigence qui augmentait? Non, le niveau d'exigence est très très élevé. Est très élevé, c'est sur le micro-détail, sur le micro-centimètre, etc. On est vraiment dans quelque chose quand même d'assez élevé en termes d'exigence. Mais chose que je comprends parfaitement, dans le sens où à partir du moment où tu mets comme ça un prix quand même qui reste quand même malgré tout vraiment important, bah t'es obligé de répondre aussi à tous ces critères aussi d'exigence de ton client. Mais après moi j'ai aussi ce critère d'exigence aussi, voilà, pour accompagner le client. Non, c'est vrai qu'il y a un niveau d'exigence. Forcément, tu as accès à des gens qui souvent ont développé des business, donc ont dû être exigeants et rigoureux pour y arriver, qui ont gagné du coup beaucoup d'argent, parce qu'ils peuvent du coup se payer de ces services-là. Et ces gens-là, en général, vont être exigeants et vont vouloir mettre un peu le nez dans les travaux ou ce genre de choses. Ouais, après, en tout cas, il y a un niveau d'exigence. Ils sont pas tous vraiment présents, tu vois, sur le chantier. Ils sont pas là à passer tout le temps sur le chantier parce qu'ils font confiance. Et quand ils passent. Mais voilà, moi, je fais toujours un rendez-vous hebdomadaire avec mes clients, tu sais. Bon, toi, en l'occurrence, c'était pas trop ton cas parce que ça t'angoissait. Est-ce que je suis le client qui est le moins venu sur les chantiers ou pas? Ouais, toi, je suis nul. Ah, ça, c'est marrant, ça. Non, ouais, ça, pour moi, t'es vraiment. Je suis le client. Au début, ça m'inquiétait parce que moi, j'avançais sur ton projet. Je faisais les cloisonnements, tu venais pas forcément valider, ou quand tu venais, tu me disais, je me projette pas, je te laisse faire, etc. Mais ça m'a mis en fait une double pression en fait, parce que je me dis, je peux pas me planter, quoi. Il faut vraiment qu'à la finale ça lui plaise. Je sais que je suis très peu venu. Je suis sur les 1 an et demi ou 2, je suis venu très peu, quoi. Ouais, bah t'es venu parfois, très peu. Parfois, je pouvais venir pendant 2-3 mois. Mais en même temps, tu vois, ça montre aussi toute la confiance que tu m'as laissé, parce que tu m'as laissé finalement finalement avec très peu de rendez-vous de chantier, tu m'as laissé pleinement ta pleine confiance, tu me l'as donné complètement, et c'est ce qui m'a mis aussi une double pression pour devoir réussir ton chantier. Après, moi, ma stratégie, c'était de tout mettre sur les 3D, parce qu'une fois que j'avais mes 3D, je savais ce que j'allais avoir au final. Exactement. Moi, je partais du principe que tu savais ce que j'attendais vu qu'on a validé toutes les 3D. Oui. Par contre, sur les 3D, je pense que j'ai été chiant. Ah, sur les 3D, oui, t'as fait partie des clients les plus traumatisés, ouais. Ok, donc je suis le client qui était le plus traumatisé sur les 3D, mais par contre, le plus sympa, surtout la luminosité, quoi. Non, mais par contre, sur le chantier, je me suis rattrapé en étant moins chiant, du coup. Non, franchement, pour le coup, je t'ai trouvé quand même assez simple. Et en plus de ça, chiant ou pas chiant, je dirais pas le mot chiant, mais je dirais en fait, mais j'ai remarqué que c'est souvent aussi les personnes aussi dans votre domaine, dans le high-tech. Okay. Vous êtes tous à peu près pareil sur les 3D, etc. C'est-à-dire que j'ai remarqué, c'est ce qu'on discutait en plus, c'est marrant, il y a quelques jours avec Baptiste, Jérémy, etc., comme mon équipe, et on se disait justement, en fait, vous avez exactement la même folie finalement. C'est-à-dire que vous avez la même folie, mais et ça veut dire qu'ils te ressemblent beaucoup en tout cas. Ah, c'est intéressant de montrer que la nouvelle génération, on va dire les trentenaires de la tech et du digital, ont les mêmes besoins, les mêmes attentes sur les 3D. Exactement. Bah déjà, ils ont un manque de temps. J'ai remarqué, ils sont vraiment à fond dans leur travail, etc. Donc du coup, ils ont pas le temps de s'occuper du tout de leur chantier. Les 3D, c'est vraiment le truc. Voilà, ils préfèrent prendre vraiment le temps et que vraiment tout soit parfait. Mais justement, c'est un peu pareil que toi. Tu me diras, tu vois, ils ont voulu changer sur quelques détails, même parfois un petit coussin, des petites choses comme ça, etc., qui finalement est insignifiant, mais pour eux, changer finalement toute la perspective de la 3D, tu vois. Donc c'est et au final, c'est dans le et j'ai remarqué que finalement tous ceux dans le digital sont un peu comme toi. C'est intéressant. Donc du coup, il y a pour les architectes, il faut s'adapter à cette nouvelle génération. Exactement. Parce qu'en fait, il y a des attentes différentes d'avant. Avant, même les plans étaient faits limite en par dessin. Exemple, toi, je sais même pas si tu aurais pu valider avec un architecte qui ne te présentait pas des 3D hyper qualifiés. T'as raison. Ouais. T'as raison, parce que moi je t'ai dit 100% c'est basé sur les 3D. Ouais. Pour moi, le chantier, tout le projet c'est les 3D. Ouais, bah, parce que les 3D, si c'est ce que j'attends, après c'est bon pour moi, tu vois. Exactement. Après, l'avantage, je pense, de t'avoir aussi laissé de la liberté sur le chantier, c'est que justement, pour moi, un architecte, c'est un créatif, et pour lui laisser, on va dire, exercer son art, il faut lui laisser de la liberté. Ouais, bah, parce que si t'es là, c'est un petit peu comme dans l'entreprise, si tu fais que du micromanagement, que tu viens contrôler tous les jours un mec, un collaborateur, au bout d'un moment, il va se sentir frustré, il va pas pouvoir sortir son talent. Exactement. Moi, je crois dans le fait que pour faire exploser le talent de quelqu'un,
faut lui laisser la liberté aussi. C'est ça, et même surtout que toi, tu as été hyper ouvert aussi sur les, sur les choix aussi que je t'ai proposés, que ce soit même après pour l'entrée qu'on a habillée, donc du coup complètement en fait en menuiserie, la coupole au plafond qu'on t'a fait dans l'entrée avec une patine, etc. Parce qu'au début, il était resté blanc longtemps, et après je te dis, il y a quelque chose qui me chagrine, etc. Et donc du coup, toi, tu as été quand même vachement ouvert aussi à tout ce que je t'ai proposé, et c'est ça qui est intéressant. Je m'en rappelle, très cool. Ouais. Écoute, trop sympa. En plus, il y a pas trop de podcasts, je trouve, vraiment sur un architecte qui a démarré de A à Z. Bah voilà, je vais être le premier avec toi. Tu peux être précurseur encore. Bah tu vois, regarde. Est-ce que tu vas pas être encore une fois précurseur dans ton domaine en étant le premier à lancer un peu le personal branding d'un architecte sur des podcasts, tu vois, sur devant la scène. C'est grâce à toi. Voilà, trop bien. Et je pense que vraiment t'es l'architecte qui casse les codes un petit peu en ce moment à Paris, qui est précurseur, qui se remet en question, cool. Les visites virtuelles. Et moi qui travaille dans la tech et le digital, je suis toujours sensible à ça. Donc bravo pour ça. Et encore merci pour ton temps et à bientôt. Merci à toi. Merci. Salut Samuel.